Bienvenue sur Change and Chill, le podcast où l'on parle de changement simplement. Je suis Olivier My et avec mes invités, nous explorons comment le changement peut être une force positive dans nos vies. Des histoires inspirantes avec une touche de légèreté. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Change and Chill où j'ai le plaisir d'accueillir Michel Ruffo. Salut Michel. Salut Olivier. Comment vas-tu ? Très bien, ravi d'être là. Ravi d'être là aussi, dans ce petit box de Niortec qui nous accueille avec, je l'espère, beaucoup de plaisir aussi. On a une vue sur la Brèche, donc c'est un coin que tu connais bien ? C'est le coin que je connais le mieux de Niort, parce que j'habite pas à Niort, j'habite dans la campagne. Et j'allais tout le temps à la Brèche, et quel que soit le lieu de rendez-vous, je me gare à la Brèche. Ah, tu te gares à la Brèche. Quel que soit l'endroit où je dois aller, donc c'est le City Center. Bah, on me présentait ça comme le Central Park de Niort. Vite fait, ouais. Vite fait, ouais. Il y a un très beau parking surtout. En tout cas, merci d'être là. C'est vraiment sympa de t'avoir en face de moi. Et en discutant tout à l'heure, donc en préparant l'épisode ensemble, tu me disais que tu faisais des petits enregistrements sur cassette avec une copine. Donc c'est tes premières expériences d'enregistrement de ta voix, c'est ça ? C'est ça, exactement, oui. À une époque où j'aimais pas trop ma voix. Je ne sais pas si elle a changé depuis, mais je me suis largement habituée depuis que je fais des podcasts et j'en suis au 40e épisode cette semaine, je crois, donc maintenant j'ai l'habitude. Oui, ça fait beaucoup, hein. C'est ça. Et donc, comment on s'habitue à sa voix ? Je pense que c'est comme tout, hein, c'est à force de faire un truc, on s'y habitue, comme le podcast peut-être pour toi aussi. Ouais. J'ai lancé mon podcast il y a un peu moins d'un an et en fait, ça faisait très longtemps que je me disais que je voulais faire ça, mais j'osais pas. Et quand je l'ai lancé, c'était pour moi comme un nouveau métier, je savais rien. Et maintenant, c'est dans ma routine, en fait. Donc, voilà, ma routine beauté inclut principalement le podcast. Et donc, je me dis, souvent, ça me donne espoir, finalement, dans plein de choses. Je me dis, par exemple, on parlera peut-être de l'entrepreneuriat, mais le commercial qui peut être difficile ou différentes choses qui génèrent des freins, et à force de faire quelque chose, on finit par s'habituer, ou aussi la prise de parole. On s'est rencontrés dans le monde agile, nous deux, et on a donné des conférences. Et moi, c'est vrai que la première fois, je flippais de fou, et finalement, c'est devenu une partie de mon métier. Et qui est fort agréable, au demeurant, quand tu commences à le faire. Non, mais c'est vrai. Hein. En plus. Au-delà d'être sur scène, il y a quelque chose autour du partage, du moment en lui-même. Alors, je sais pas toi, d'ailleurs. Donc, on va parler un peu de ça. Et puis après, quand même, ce serait bien que tu nous racontes aussi qui tu es. Hein. Le fait d'être en physique et le fait d'être à distance, est-ce que tu vois la différence dans la prise de parole ? Oui, je vois la différence et je change d'avis régulièrement sur ce sujet. Donc, je te réponds à l'instant T. Je vois la différence. En fait, ma première prise de parole était pendant le Covid. Donc à distance. Et c'était pas forcément prévu que ce soit tout à fait à distance. Et d'ailleurs, le jour où je l'ai fait, j'avais le Covid. Mais je ne savais pas. Et je me suis dit, pour cette première prise de parole, mais je me sens pas bien. Il y a un truc. Je me suis dit, mais c'est incroyable d'être aussi, c'est pas stressé. J'étais fiévreuse, en fait. Et après, je sais que c'était le Covid. En fait, c'était pas du tout cette prise de parole, même si c'était la première pour Agile Toulouse, qui a eu la gentillesse de nous recevoir, toute l'équipe de Fortuneo à l'époque, pour parler d'agilité. Et ensuite, ça m'a mis le pied à l'étrier. Et ensuite, effectivement, on a eu le droit de se revoir et j'ai fait des événements en présentiel. Et ce que j'aime beaucoup dans le présentiel, c'est aussi les à côté, en fait. C'est-à-dire que ça va être plus simple quand je fais une prise de parole en présentiel pour que des gens viennent nous faire un feedback immédiat. Ouais. C'est plus simple aussi pour les feedbacks, ne serait-ce que physique, parce que en visio, les gens n'aiment pas forcément la caméra. Donc t'as pas forcément, je sais pas si t'as fait un bid ou si les gens se disent, mais c'est génial Non, mais c'est ça. Il y a un côté très froid, effectivement, de la distance. C'est ça, qui peut être assez douloureux, mais en fait, ça dépend vraiment, je trouve, des entreprises, par exemple, où j'interviens en ce moment. Il y a des entreprises où ils ont la culture du smiley. Donc même s'ils mettent pas leur caméra, en fait tu reçois des feux d'artifice de cœur et de pouces, oui, qui fait que tu sais que t'as dit un truc bien. Les réactions, ouais. Les réactions, exactement. Et du coup, ça recrée ce truc et vraiment je suis très à l'écoute justement quand je suis en prise de parole de comment je me sens. Et j'attends beaucoup ce feedback. Et c'est vrai que quand je l'ai pas, ça me donne une espèce de drôle de goût à la fin. Je me dis je sais pas si c'était bien. Puis même si le client me dit ouais c'était super, il me dit j'ai pas eu l'impression. Ouais, je comprends. Ouais. Mais moi j'ai toujours eu ce problème. Hein. C'est-à-dire que moi souvent je fais mes confs. Et quand je finis, soit ça enchaîne, soit il faut les manger. Et en fait, des fois, les gens, ils osent pas non plus venir te voir parce que le fait d'être speaker, en fait, on s'en rend pas compte, mais c'est une partie de la population qui le fait. Mais ça fait extrêmement peur à beaucoup de gens. Le fait de s'exposer, le fait de pas savoir si ce que tu vas dire va être intéressant. Alors que nous, on sait que c'est pas intéressant quand même. Exactement. On n'a aucun doute. Pas de problème. Mais au-delà de ça, tu vois, effectivement, il y a une sorte de gêne, il y a plein de choses comme ça, qui, je sais pas si toi tu l'as vécu, moi je l'ai vécu quand je voyais des gens qui speakaient,
soit que j'admire d'une manière ou d'une autre ou qui m'inspirent d'une manière ou d'une autre, du coup, t'arrives pas à aller les voir en tant qu'être humain. C'est un peu étrange. Donc, je me dis que d'autres, potentiellement, pourraient vivre ça aussi. C'est ça, mais il y a quand même des gens qui viennent me parler en présentiel. Mais tant mieux. Non, mais c'est ça, quoi. Et bien alors après, ça peut arriver, c'est plutôt autour des interactions, parce que ça peut m'arriver que j'ai des gens après une conférence où je vois plein d'arrivées, demandent sur LinkedIn, qui interagissent, qui m'écrivent. Et donc quelque part, c'est plutôt ce retour-là. Après, c'est aidant d'avoir ce retour pendant la conférence aussi pour s'ajuster. Ah oui, c'est vrai. Donc c'est sympa, c'est agréable de l'avoir après et de se dire, ok, j'ai fait du bon boulot ou pas. Et pendant, c'est vrai que c'est encore plus utile. Donc c'est vrai qu'en présentiel, c'est pas mal. Et donc, comme tu l'as compris, j'habite pas dans une grande ville, ni dans une petite ville. Et donc, j'ai beaucoup fait de visio ces derniers temps. Ce qui est aussi très pratique pour beaucoup d'entreprises qui sont éclatées et qui ont besoin de rassembler sur un court temps leurs équipes. Et c'est vrai que je commence à être dans une période où je me dis, allez, on va remettre un peu de présentiel. Ouais. Je te comprends tout à fait. Il y a vraiment ce retour au présentiel, au-delà de lancer le débat sur le télétravail, bien sûr. Mais ce retour au présentiel, de l'interaction humain à humain, où on sent qu'il y a quand même d'autres choses qui se passent. Justement dans le non-verbal, dans plein d'aspects interactionnels. Mais ça, on va en parler après que tu nous en dises un peu plus sur qui tu es. Parce qu'effectivement, on parle de plein de choses, on parle de podcasts, on parle d'activités, mais si tu devais te présenter en quelques phrases, qu'est-ce que ce serait ? Excellente question en quelques phrases, parce que je suis bavarde, comme tu l'as vu. Je suis quelqu'un que je considérerais d'à peu près normal, on va dire. À peu près normal. Pas encore tout à fait, je dirais. J'ai eu un intérêt fort pendant longtemps sur l'amélioration des manières de travailler. Donc moi, je kiffais tout ce qui était comment est-ce qu'on pourrait faire mieux les choses plus vite, plus efficacement, jusqu'à un certain craquage sur ce thème où j'ai commencé à entrevoir d'autres choses. D'abord, le fait de mettre l'humain un peu plus au centre, c'est-à-dire que moi j'étais Madame Post-it qui cherche des techniques pour améliorer la manière dont les gens font les choses, quitte à les forcer à changer leur manière de faire contre leur gré. C'est déjà bien de l'avouer soi-même. Ça. Non mais c'est encore pire peut-être que ce que je vais t'avouer, mais ce n'est que le début. Et en fait, de fil en aiguille, aussi de lecture, de partage en partage, je me suis rendu compte que toute cette envie qui est toujours très forte chez moi de vouloir tout optimiser, parfois, je vais pas peser mes mots, pouvait ruiner la vie des gens. Notamment, j'ai lu un livre récemment qui parlait de management, mais sans le dire. Donc tout le livre, ça s'appelle Le Machin. Donc tout le livre, à la place de management, il y a marqué le machin. Et qui m'a vraiment fait changer ma manière de voir les choses. Et ce machin, ce management, cette chose qu'on essaie toujours d'améliorer, en fait, fait que on a déshabillé le travail de beaucoup de sens, en fait. Donc, on cherche aujourd'hui à le retrouver, mais parce qu'en fait, on l'a complètement enlevé. On l'a dézingué, On l'a complètement dézingué. On a enlevé aux gens leur capacité de décision, ce qui fait qu'on leur propose des scripts, des trucs ultra cadrés dans leur boîte, mais du coup, ça enlève quand même pas mal du fun et du fait que tu dois utiliser ton cerveau. On a enlevé aux gens beaucoup de moments de convivialité qui ont été remplacés par des choses un peu plus formatées, formelles, etc. Ou d'ailleurs, maintenant, t'as des gens qui organisent ça qui sont en galère pour faire venir les gens et qui ont plus la flamme c'est vrai. comme quand tu l'avais dans des trucs plus spontanés. Et t'as aussi enlevé quelque chose auquel j'ai beaucoup contribué. Je suis pas peu fière. T'as enlevé beaucoup de relations sociales et de déplacements. Tout ce que je dis lean avant, dans le lean, on appelait les wastes, les gaspillages. Ouais. Gros gaspillage de déplacement. Et plus ça va, je te vois bouger. En plus ça va, plus j'ai la conviction que j'ai dû faire un peu de mal autour de moi en enlevant les déplacements, en voulant tout optimiser. Parce que finalement, justement, on n'a plus la faculté de bouger son body. Et pour certaines personnes, je le vois même pour moi, tellement on optimise, t'as pas forcément vu un rayon de soleil quand tu travailles de la journée, tu restes vissé sur ta chaise. Tout à fait. Et ça n'a pas forcément des conséquences positives sur nos muscles, sur nos corps. Et également, ça a enlevé un certain nombre d'interactions sociales de quand tu vas à la pause, voir machin. Pas seulement par rapport à l'aspect du télétravail, mais aussi quand on devait aller chercher, je sais pas, un papier à la photocopieuse et qu'on a optimisé pour que les papiers soient à tes pieds. Ouais. Tu n'as plus besoin de passer devant le bureau de Martine pour aller chercher ton papier. Tu as gagné du temps, mais tu as perdu l'occasion de voir Martine de temps en temps. Tout à fait. Mais j'en profite parce que c'est un sujet qui est extrêmement important, même si tu l'amènes d'une manière légère. Mais il y a une différence pour moi entre l'optimisation d'un process qui est mécanique, typiquement le lean industriel, et du coup, en fait, la valeur, c'est de limiter les coûts,
et, si tu veux, l'optimisation de la valeur qu'on a quand on est en interaction de systèmes vivants. C'est-à-dire qu'on est censé être un système vivant, on n'est pas censé être un robot, même si dans les entreprises, on nous considère un peu comme ça, même si on nous dit que c'est pas le cas. Et ce que tu décris, pour moi, est extrêmement juste dans le sens où le fait de passer devant le bureau de... C'est Martine, c'est ça ? Par exemple, il y a d'autres personnes dans l'entreprise. Oui, c'est ça, mais il y a au moins Martine, c'est ça. Martine. En fait, ça recrée autre chose, c'est-à-dire la création de liens n'a pas fondamentalement de valeur directe sur je ne sais quoi qu'on produit, mais pourtant, en fait, c'est ce qui fait que, en tant que être social, on a besoin pour nous nourrir et avancer dans la vie avec justement une sorte de sensation de sens. Je sais pourquoi je le fais, mais je le fais avec un certain engagement qu'on a perdu, effectivement. C'est aussi là que je te rejoins. Donc, j'ai démarré ma carrière dans le sujet d'amélioration des processus, puis je suis tombée dans le lean que j'ai adoré. J'ai adoré faire des optimisations et que j'espère j'ai pas fait trop de mal à trop de gens, mais je pense qu'il y a quand même des gens. Rétrospectivement, plus j'y pense, plus je me dis, il y avait quand même des choses qui étaient pas des bonnes idées et que j'espère que du coup, ils ont pas vraiment fait le change jusqu'au bout. Et ensuite, je suis plus allée explorer l'aspect humain. Et dans l'aspect humain, je suis tombée dans la marmite de Palo Alto, de l'approche systémique autour de l'an 2000. Je me rappelle que c'était le Covid aussi. Donc ça fait 6 ans que je suis tombée dans la marmite. Et je me suis formée, j'ai commencé à ma formation en 2020 pour, je savais pas trop pourquoi au début, pour découvrir cette approche. Au tout démarrage, c'était un Agile Tour à Rennes, Christophe Keromen qui avait fait un atelier sur le sujet. Encore lui. C'est ça. Et à vrai dire, du coup, je sais pas si mon retour va être positif ou négatif, mais à vrai dire, donc je fais cet atelier qui parlait de l'interaction entre une femme et sa manager. Et on devait décoder la situation avec un groupe. Notre groupe a été particulièrement désastreux. On n'avait absolument rien compris à la consigne. Donc notre groupe a été désastreux et je me suis dit, il y a peut-être un truc à comprendre dans cette approche. Je vais donc creuser. Je me suis mise à lire des livres de systémique que je n'ai pas compris non plus. Je comprends tout à fait. Je me suis dit, où il y avait mon conjoint qui disait, je ne comprends même pas la 4e de couverture. Comment peux-tu lire ce livre? Et où, depuis que j'ai suivi la formation à l'IGB, ça va mieux. Maintenant, je peux lire les pages. Donc, IGB, Institut Gregory Bateson, Exactement. L'Institut Gregory Bateson à Paris et à Liège. Et donc, j'ai grenouillé, je suis tombée amoureuse de ce modèle. Et comme j'avais toujours un petit peu de mal à comprendre, j'ai fait module après module. Et à un moment donné, je me suis dit, tiens, peut-être que je voudrais tout plaquer, devenir thérapeute. Bref, j'ai eu beaucoup de questionnements. Ouais. Est-ce que je devrais devenir psy? C'était quoi la période? Parce que tu dis que tu as commencé à t'y intéresser autour de 2020 aussi. En 2020, ouais. Et après, ces questionnements, ils ont beaucoup bouclé dans ma tête pendant un petit bout de temps. C'est cohérent, en tout cas, la boucle. C'est ça, exactement. C'est marrant parce que c'est une réaction qui est pas forcément nominale, entre guillemets. C'est-à-dire que tu participes à un atelier, c'était la merde de ce que tu me racontes, tu vois. Et toi, tu te dis, ça s'est tellement mal passé qu'il y a peut-être un truc à creuser. Je vais en fait aller voir de mon côté. Tu vois, il y a des gens qui auraient pu se dire, en fait, on n'a rien compris, mais c'est parce que le sujet est, je sais pas, trop perché, quoi. Ouais, alors c'est parce qu'il y avait un cas d'usage qui était ces difficultés relationnelles entre une collaboratrice et sa manager. Ouais. Et c'est peut-être des choses qui me sont déjà arrivées. Ok. Donc en fait, c'est vraiment le contexte qui avait été mis qui, toi, t'intéressait. Exactement. Et tu te dis, tiens, si ce truc-là a été amené par Christophe sur le sujet, peut-être que ça vaudrait le coup au moins d'y jeter un œil pour comprendre ce qu'il veut nous faire passer. Et de faire ta propre idée, quoi. Oui, c'est ça. Et puis, moi, j'ai creusé de plus en plus. Il a dû se passer quand même 1 an entre l'atelier et mon premier module, donc je tente de comprendre moi-même. Oui, je comprends, ouais. Et effectivement, après, j'ai exploré et c'est là que j'ai commencé à me passionner de systémique et de cet aspect relationnel qui me manquait beaucoup dans ce que j'avais appris dans mon démarrage de carrière. C'était très process, hein. Et c'est un peu ce qu'on oublie. C'est ça qui est fou, c'est qu'en fait, dans toutes ces démarches-là, que ce soit le lean, l'agile ou tout ce qui tourne un peu autour, on dit beaucoup individu et interaction, beaucoup de gens le disent, mais en fait, la plupart des choses que les personnes partagent, ce sont les processus et les outils, parce que c'est rassurant, c'est quelque chose qui bouge moins, c'est quelque chose où il y a une relation causale, je fais ça, il y a ça comme résultat, quoi. Et effectivement, je trouve que c'est une brique qui est assez manquante et qui est inconfortable, pour le coup. Oui, c'est un vrai sujet dans les organisations aujourd'hui de comment est-ce qu'on fait bosser les gens ensemble. Tout à fait. Et donc, c'est là que ça m'a intéressé. Déjà, d'abord pour moi, parce que je me suis dit, bon, il faudrait peut-être que je m'entende mieux avec mes managers. Et j'ai résolu ça autrement, en me mettant à mon compte. C'est une manière de résoudre un problème systémique. Hein. On sort du système. Et aussi, pour les personnes
avec lesquels j'interagissais. Et c'était pas pour l'instant des gens que j'accompagnais, mais au fur et à mesure, je me suis dit, tiens, je peux peut-être aussi aider les personnes, à commencer par là pour le coup, les managers, aider les managers à avoir de meilleures relations avec leurs collaborateurs, en plus de tous les outils que j'avais pu avoir avant par l'agilité et par d'autres approches sur comment est-ce qu'on structure l'équipe. Donc, de ce que je comprends, donc plutôt au départ process, on va dire dans ta carrière, et puis là, tu dérives, ou en tout cas, tu navigues jusqu'à la partie interaction humaine, et c'est là que tu restes aujourd'hui. Exactement. Alors là, j'ai beaucoup réfléchi, et donc à un moment donné, je m'étais dit, je pourrais peut-être faire thérapeute dans un cabinet, donc j'ai considéré ça pendant un moment. Ensuite, j'ai beaucoup suivi les travaux d'Emmanuelle Piquet, qui est thérapeute systémique, qui s'est formée il y a fort longtemps à l'IGB. Et elle travaille sur les enfants, elle travaille sur plein de domaines, mais en particulier, le domaine majeur, c'est les enfants, les souffrances à l'école et notamment le harcèlement scolaire. Et j'aime tellement la manière dont elle pitch ces cas et comment elle parle de l'approche, elle vulgarise de manière super claire et accessible son approche, que je me suis dit à un moment donné, en fait, je plaque tout, je vais bosser avec les enfants. Ah, tu as travaillé avec les enfants. Ouais. C'était ma réflexion. Jusqu'à un moment où je sais pas t'expliquer comment, le moment du déclic, rebondissement. Roulement de tambour, et où j'ai fait un mauvais rêve, je pense, où je me suis rappelé des situations que j'avais vécues au travail. Et là, en fait, ça a fait des chocs à pic à un moment donné, je ne sais pas comment, entre l'approche d'Emmanuelle Piquet dans la cour de récré et cette belle cour de récré qui est le monde du de travail. L'entreprise. Ouais, je comprends. Ouais. Exactement. Et parce que je m'étais dit, en fait, c'est super ce qu'elle fait, mais je vais peut-être pas forcément tout recommencer de zéro pour aller faire piou-piou auprès, même si ce serait génial, auprès d'Emmanuelle Piquet, et aller dans un domaine qu'en fait, en réalité, je connais fort peu de l'enfance. Et tu serais allé naviguer dans cet environnement des enfants? D'ailleurs, ça veut dire quoi, cet environnement-là? C'est quoi? C'est plutôt primaire, quand tu dis enfant, ou c'est aussi ado? C'est aussi... Effectivement, les personnes qui ont des problèmes, tu as parfois... Alors, je crois que le harcèlement, il y en a dès 6 ans, donc Ok. Ouais. On ne tarde pas. On s'en rend pas compte, hein. Mais ouais. Oui, il y en a énormément. Après, on parle souvent des années difficiles, de 5e, par exemple, 4e. Okay, ouais. Donc, c'est autour de ces âges-là que je pense qu'il y a le plus. Voilà. Après, je suis pas experte dans le domaine, donc je vais pas te dire s'il y a une stat sur le sujet. Mais c'est le moment où on forge notre identité et où on essaye de dominer la cour de récré pour ne pas être dominé soi-même. Et ça crée énormément de souffrance. Moi, ça faisait écho aussi à ma scolarité où, perso, j'ai pas adoré l'école sous le système relationnel. En fait, j'étais très scolaire, mais j'aimais pas trop très scolaire, mais le concept qu'il y ait des gens. Ouais. C'est ça, le concept qu'il y ait des gens. D'où le fait que le Lean a été très bien pour optimiser. Ah j'ai dégagé des gens, c'est sûr. Non, bien sûr que non. Et donc, passer par cette case de... tiens, je pourrais transposer ce que fait... modestement, une partie de ce que fait Emmanuelle Piquet dans le domaine du monde de l'entreprise, a commencé à émerger ce sujet que je fais aujourd'hui, qui est Muscle-ta réparti, où l'idée n'est pas de... Ce que fait Emmanuelle Piquet, c'est d'équiper les élèves harcelés de ce qu'elle appelle une flèche pour les aider à se défendre et à sortir de situations de harcèlement. Et donc, on me dit, tiens, je vais aider les personnes qui vivent des situations difficiles au travail ou qui sont victimes de discrimination, sexisme, etc., à pouvoir l'ouvrir et à dire quelque chose, et après ouvrir un panel de choses qu'elles pourraient dire, et ensuite elles choisissent leur style, mais oui. Ouvrir un panel de c'est un arsenal que tu leur donnes, pas juste une flèche là. Ouais. Exactement. Oui, j'aime beaucoup l'idée de se dire que la répartie c'est un peu comme un costume, chacun le sien, et je force pas les gens à se dire tiens, tu vas faire une pirouette incroyable, trop drôle, si t'es super réservé, que t'as juste envie de dire stop, ou voilà. C'est d'autant plus juste dans le sens où on a beaucoup trop eu, je trouve, dans le passé, ces baguettes magiques, tu sais, de la méthode. Quand tu as ça, il faut répondre ça. Quand tu as ça, il faut répondre ça. Comme si finalement, les êtres humains étaient mécaniques, tu vois. Et, je reviens toujours sur la même chose parce que je trouve que c'est les erreurs qu'on voit beaucoup trop dans le monde de l'entreprise avec... dans le management, il y a X profils de manager. Est-ce que tu rentres dans cela? Et puis après, il faut appliquer ça derrière, quoi. Et en fait, les gens sont aussi perdus, c'est-à-dire qu'ils en perdent finalement le recul et un peu cette intelligence de l'action derrière, de se dire, en fait, moi, je suis comme ça, d'abord. Et puis ensuite, qu'est-ce qui me correspond le mieux? Et ensuite, comment est-ce que je me connecte à l'autre pour essayer de lui répondre sans forcément lui en mettre une? Alors, je sais pas si tu proposes aussi une option de mettre, d'en mettre une. C'est plus cher. C'est plus cher. Mais je trouve que tu vois, cette adaptation mutuelle est quelque chose qui est un effort qu'on fait pas toujours aujourd'hui. Parce que tout doit être plus rapide, tout doit avoir une solution efficace, etc., quoi. C'est super difficile, notamment dans ma communication. Parce qu'effectivement, c'est souvent ce que les gens
peuvent interpréter du fait que moi je propose un truc pour répondre. Et c'est vrai que c'est quand même un peu ce que les gens recherchent, la magie. Bah ouais, c'est pour ça que j'en parle, parce que effectivement, en fait, il y a ce paradoxe d'un côté, je cherche une réponse à un vrai problème que j'ai. Et donc, si on me donne une solution, bah voilà, tu es la reine de la cour, tu vois. Mais en même temps, il y a tout ce système de nuances derrière de ouais, mais moi, c'est différent, blablabla. Et ça, tu dois l'avoir tout le temps. Bah c'est ça. Et puis en plus, c'est marrant parce que quand on travaille, alors en atelier, le plus souvent, on prend des situations, alors soit des situations, on va dire standards entre guillemets, qui sont susceptibles d'arriver dans l'entreprise, soit des situations qui sont partagées en mode alcoolique anonyme par le groupe. C'est terrible d'ailleurs de dire qu'il y a des situations standards. Ça veut dire qu'il y a des choses que l'on sait reviennent tout le temps. Ouais. Et que les gens vont dire, on m'empêchera pas de le dire. Non mais c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Même pendant l'atelier, où t'as vraiment le nec plus des gens alliés ou concernés, qui vont te dire ça va, ça. Non, ouais, c'est on a vrai. choisi les pires, mais ça va. Écoute, tu pourrais nous en donner quelques-unes de situations standards? Mais avec grand plaisir. Bah, je te vois te frotter les mains, donc je vais pas t'empêcher de ça. Alors, je pense à quelque chose qui revient souvent, qui est, elle a ses règles ou quoi, quand la personne est énervée, quand la femme est énervée. Donc là, c'est en plus spécifique femme. Oui, voilà. Souvent, les ateliers vont tourner autour du sexisme, mais spécifique femme. Et donc, dans ce cas-là, alors, il n'y a pas toujours quelqu'un qui objecte, mais soit il y a des objections du type ah bah non, mais pas en 2026, personne ne dit ça. Donc, fort heureusement, en général, la personne qui a préparé l'atelier avec moi est dans la salle. Et c'est elle-même qui réagit en disant bah non, justement, on a eu des témoignages en interne comme quoi ça se disait. Donc là, tu parles d'un contexte en entreprise où tu animes un atelier, donc vraiment c'est un contexte local, quoi. Oui, c'est ça, parce qu'en fait, la manière dont je procède quand je suis sollicitée pour des ateliers, souvent en entreprise, ça va être de se dire, moi j'aime bien travailler sur du concret, du coup des situations. Donc il me faut, pour bouffer, là, pour faire l'atelier, il me faut des situations. Donc soit les situations, on les prépositionne avant parce qu'ils ont fait des enquêtes ou ils ont des idées, soit je leur sors une liste et ils me choisissent celles qu'ils ont déjà entendues, soit ils me disent, c'est tellement la merde que c'est même pas la peine de préparer, ça va fuser. Ok. Et il y en a beaucoup de mierda. C'est quand même rare comme situation. Ok, mais ça arrive. Ça arrive quand même. C'est pas le plus fréquent. Aussi parce qu'on aime bien sécuriser pour faire ceinture et bretelles. Mais c'est ce que je trouve le plus impactant quand même quand c'est la mierda. En tout cas en tant qu'accompagnant, parce que t'as vraiment l'impression d'aider les gens parce qu'ils sont actuellement en train de vivre une situation de mierda. Oui, on va travailler avec le groupe, on va trouver des trucs et puis on va dire ça je le sens et je vais le dire. Et là dans ces situations-là quand on fait ça, je reçois souvent des messages après, parfois 6 mois plus tard, me disant ça y est je l'ai dit. Et j'adore, c'est le moment où je préfère un atelier quand on me dit, alors soit parce qu'on a fait des situations standards et que les gens disent ah bah oui ça me parle, soit parce qu'on a fait leur situation qui me disent là maintenant j'ai hâte qu'ils me le disent. La vengeance, j'adore. Du coup, je t'ai coupé un peu dedans, mais quelques situations standards, standards, oui. Et donc, la situation standard, donc, elle a ses règles ou quoi. Il y a il t'interrompt en réunion, ça c'est un best-seller. Ok. Il te fait du mansplaining. Ok. Est-ce que tu peux nous décrire ce truc-là au cas où des personnes ne sauraient pas ce que c'est? Donc, on appelle mansplaining en général quand il y a un homme qui explique à une femme quelque chose qu'elle sait déjà ou éventuellement qu'elle vient de dire. Donc parfois ça peut être je viens d'expliquer quelque chose et puis 2 secondes après tu vas dire non mais en fait ce que Michel voulait dire c'est que et tu redis ce donc que tu veux dire que le mansplaining c'est lorsqu'un exactement, très très belle démonstration. Ça me fait penser à une situation où j'étais en atelier parce que justement quand j'ai commencé à m'intéresser au sujet j'ai découvert le monde du sexisme. Il y a 2 ans je connaissais pas très bien ce que c'était et j'ai suivi une fresque du sexisme ce qui était très intéressant par ailleurs et il y avait un homme et plein de femmes. L'homme du coup était en mode méga allié, formé à 10 000 trucs, j'ai super intéressé par la cause, quoi. Et donc, à fond, je vous soutiens les meufs, quoi. Ouais. Et là, il y a eu le moment où la personne nous a parlé du mansplaining. Il lui a coupé la parole et a expliqué ce que c'était. Et là, il a dit, je viens de le faire. C'est paradoxal, mais il s'en est rendu compte. Il s'en est rendu compte et je trouvais que c'était magique. Parce que je me dis, ouais, il reste un petit peu de travail, quoi. Puisque même quelqu'un qui est à fond de chez à fond doit lutter. Là, même s'il dit après, je viens de le faire et qu'il a conscience qu'il s'excuse, mais il doit lutter, quoi. Donc, il y a des habitudes. Il y a des situations classiques comme ça, je réfléchis. Tu disais tout à l'heure manager et collaboratrice. Est-ce qu'il y a des cas un peu spécifiques? C'est juste pas de la mésentente, mais où il faut que ce soit plus spécifique parce que là, tu donnes vraiment des exemples très précis. Ouais, alors moi, en général, en atelier, on part sur il m'a dit ça. Ah, ok. Elle ou il m'a dit ça. Ok, d'accord. Et on s'entraîne à c'est quoi ce qu'on pourrait dire et je propose 8 stratégies de répartie pour réagir et pour les inspirer. Ok. Et ensuite, vraiment, l'idée, c'est qu'ils génèrent un maximum d'idées pour réagir.
Et donc, par exemple, quand on travaille sur une situation d'une personne ou qui va servir à une personne, du coup, on voit toutes les facettes. On se dit qu'on peut dire stop de manière ferme, on peut aussi faire une blagounette, on peut faire de l'autodérision, on peut poser une question, on peut même lui demander de nous recouper la parole, on peut faire plein de choses. Prescription de symptômes, c'est ça? Exactement, prescription de symptômes. Et donc, on a une palette qui est assez variée. Et donc, ce que je vois souvent à ce moment-là, c'est que, par exemple, s'il y a une personne qui a apporté une situation, elle va pas forcément aimer la même répartie que moi. Donc, quand tu disais est-ce qu'il y a une solution unique, je pourrais pas te dire, moi, en tant qu'experte répartie, voici la meilleure chose à dire dans telle situation. Déjà, je sais pas parce que je leur dis à chaque fois, faut tester. Déjà, faut tester parce qu'aujourd'hui, ils ont surtout testé le silence. Bon, bah, ça marche pas. Maintenant, on passe à autre chose. Ça marche pas terrible. Il faut tester autre chose et surtout, il faut tester avec la personne qu'on a en face. Que va-t-il se passer? Certaines fois, quand on a plus le temps, notamment dans d'autres formats, j'ai un bootcamp où les gens partageaient leur situation et on se voyait plusieurs fois. On peut creuser plus la situation avec la personne et puis dire qu'est-ce que tu as déjà essayé. Enfin, c'est une question de base en systémique, qu'est-ce que tu as déjà essayé. Sûr, Parce que déjà, on va pas forcément te proposer des réparties qui sont dans la même veine que ce que tu as déjà essayé, parce que manifestement, ce que tu as essayé aujourd'hui, ça marche pas. Donc si on fait des synonymes de stop, oui. Bon, bah t'as déjà fait stop. Bah arrête, c'est pas gentil. Non mais là, je suis mal à l'aise. Bon, c'est du sexisme, c'est pas bien. Bah du coup, ça ne marche pas avec cette personne. Et du coup, ça me questionne. Est-ce que il t'est déjà arrivé, alors après, c'est peut-être pas le même contexte, mais d'avoir les deux personnes en question dans un même atelier? Non, alors ce qui m'est déjà arrivé, c'est d'avoir des personnes qui disent ah non mais moi je le fais, je vais continuer à le dire. Une personne qui entre guillemets agresse, c'est ça? Alors le cas qui a été le plus marquant, donc là j'ai eu récemment quelqu'un qui a dit elle a ses règles ou quoi, ça va, moi j'aime bien et tout. Et puis alors il y a un cas qui j'ai publié 2 fois sur LinkedIn à ce sujet et à chaque fois j'ai eu des réactions diverses, donc je comprends que c'est pas une microagression universelle, c'est en lien avec le racisme, la question tu viens d'où en vrai? Quand t'as déjà dit je viens de Niort, on dit non mais c'est pas sûr. Arrête de mentir, tu n'as pas vraiment la tête de quelqu'un qui mange de la mojette. Et et donc là, à partir de là, il y a pas mal de gens qui disent que c'est une microagression pénible, parce qu'une microagression, c'est quelque chose qui est banal, qui semble anodin, mais qui par répétition, quand ça fait 1000 fois où on te dit tous les jours tu viens d'où, en vrai, et que tu viens pas de la place de la Brèche, c'est pénible parce que ça te rappelle potentiellement que, je sais pas, il y a des gens incroyables sur LinkedIn qui disaient ah oui mais moi j'adore les histoires d'exil et tout. Mais non, est-ce que la personne, si elle a vécu ça, a envie de raconter son exil à 4 ans pendant la guerre? Non mais tout à fait, il y a une histoire derrière en tout cas. Ouais. Et alors même si les gens me disent mais c'est des belles histoires et tout, peut-être que j'ai pas envie de la raconter à tout le monde. Donc il y a des gens qui sont à l'aise par rapport à cette question, des gens qui sont moins à l'aise. Et donc j'ai eu un atelier où là t'avais 2 personnes qui se sont montées le bourrichon, entre la personne qui a rebondi sur le tu viens d'où en vrai en disant ah, mais c'est vrai mais quelle horreur en fait, faut arrêter de nous poser cette question. Une personne noire qui on dit ça souvent. Ouais. Et une autre personne qui disait non mais moi ça brise la glace et tout. Et c'est sûr que ça l'a brisé la glace. Fortement. Ça a tout cassé. Ouais, ça a tout cassé. Ça a tout cassé. Et qui gardait bec et ongle, mais c'était pas une problématique relationnelle entre eux, sinon ça serait effectivement difficile. Ouais, c'est sur un sujet, on va dire, c'est sur la thématique. Oui, c'est ça, exactement. Et c'est marrant parce que je l'ai vu passer ce sujet-là et je me suis questionné parce que du coup, moi, asiatique, c'est une question qu'on me pose régulièrement, tu vois. D'ailleurs, chose très marrante qui m'est arrivée dans mes études, parce que j'ai fait un petit passage au Canada pendant mes études et du coup, plein d'étudiants internationaux. Et du coup, un étudiant international, je crois qu'il venait d'Iran, il me semble, il discute avec moi et il me dit « Tu viens d'où ?» Et je lui dis « De France ». Il me dit « Non ». Non, mauvaise réponse. Je lui dis « Comment ça, non ?» En fait, il met sa main devant le visage, il dit « Bah, ton visage, c'est pas un visage de français, quoi. » J'ai réagi comme ça, quoi. Genre, il m'a fait douter. Tu vois? C'est quoi un visage de français? C'est quoi un visage de français? Et en fait, c'est une expérience, moi, qui m'a marqué, vu que je la raconte. Mais parce que du coup, cette question du tu viens d'où, quand tu viens d'une famille d'immigrés, etc., effectivement, ça peut toucher à une histoire qui est douloureuse. Moi, c'est pas le cas, parce que du coup, je suis né en France, j'ai quand même toute la culture française qui est derrière, mais je sais pas si mes parents, mes grands-parents, etc., qui eux, sont plutôt des immigrés qui ont fui une guerre, où il y a toute une histoire, où en fait, ils sont venus pas forcément parce qu'ils voulaient venir, ou etc., peut-être que c'est pas des souvenirs qu'ils ont envie de raconter. Donc, c'est là où je te rejoins le côté... En fait, c'est une question qui peut être intrusive, même si ton intention est légère et est une manière de créer la relation, quoi. Oui, c'est ça. Et c'est un vrai sujet, c'est que dans les microagressions, c'est pas l'intention qui doit te guider, c'est pas l'intention qui compte. Malheureusement, dans ce cas-là. Oui. Non, mais c'est marrant parce que du coup, je dis souvent dans l'intention. Donc, je parle beaucoup d'intention parce que je trouve que c'est important quand même de poser cette question-là. Par contre, je dis, mais tu sais, quand la baffe, elle est lancée, il y a encore la trace de la main, même si l'intention était bonne. Tu vois, ça fait quand même mal, là, et on s'en souvient. Et dans les microagressions, très souvent, les gens disent « j'avais pas une mauvaise intention, c'est pas un mauvais bougre, etc. »
Ouais, très souvent, il n'y avait pas une mauvaise intention. Mais en fait, quand t'as la blagounette ou la question tu viens d'où en vrai 1000 fois dans la journée. Ah, si tu viens d'où en vrai. C'est souvent c'est ce que t'as vécu. C'est-à-dire, si tu viens d'où, non, tu viens d'où twice, quoi. Oui. Oui, ok, d'accord. Je n'accepte pas la réponse de Niort ou de Paris ou de je sais pas quoi. Je n'accepte pas cette réponse. C'est avec non, le petit clin d'œil. Tu t'es vu quand même. Ouais. Et notamment dans les arguments de la dame qui disait non, mais il y a une bonne intention, c'est pour briser la glace, etc. Elle disait, ce qui a mis agacé l'autre personne, elle disait non mais moi, quand je vais en vacances dans les îles, on me demande d'où je viens. Et moi j'aime bien répondre que je viens de France et tout. Et je sais pas, en tout cas moi, de ce que j'ai compris de l'échange et de ma perception, ça n'a rien à voir en fait d'être une femme blanche qui va dans les îles et d'être une femme noire en France qui on dit tu viens d'où en permanence. En fait. L'histoire n'est pas la même. L'histoire n'est pas la même, c'est ça, exactement. Et c'est là où tu vois tout cet aspect, si on revient sur la cour d'école, ces jeux de pouvoir. Parce que j'ai l'impression que tu vois les histoires qu'on se raconte, il y a toujours une vision de qui est-ce qui est dominant, pas dominant, et comment est-ce que je me positionne par rapport à toi, de par, on va dire, cette question d'origine, quoi. Ce qui est un peu couillon, mais effectivement, ça peut amener un sujet de conversation, mais c'est pas forcément le plus convivial, je dirais au départ. C'est ça. Et je trouve intéressant quand tu parles de micro-agression. Pourquoi ce terme-là? Est-ce que c'est un terme qui est usité dans le domaine dans lequel tu navigues aujourd'hui, ou c'est plutôt une création de ta part parce que c'est pas suffisamment agressif pour qu'on dise que c'est une agression? Alors c'est un vrai sujet. En fait, j'ai appris ce mot quand j'ai parlé de mon projet à la première personne avec qui j'en ai parlé qui m'a dit ça c'est des micro-agressions. Ah ok. Donc c'est un mot consacré et qui parle justement de ces propos, comportements qui semblent anodins parce qu'ils sont banals. Les gens qui disent là c'est règle ou quoi, ça on l'a entendu 1000 fois, ça se reproduit, voilà, on le répète de génération en génération, ce type de réflexion. Ou le fait de considérer que la femme est inférieure à l'homme, c'est un truc de ce type. Donc c'est des choses qui sont un micro parce que ça semble anodin, mais en même temps c'est répété, c'est comme des petits coups de cure-dent très très nombreux. Oui. Et par exemple, il y avait une femme dans la tech, une développeuse qui me témoignait qu'elle avait une blagounette tous les jours sur la place des femmes dans la tech, c'est dans la cuisine. Enfin, une variation de ça. Mais en mode... tous les jours, faut un peu changer, quoi. Mais... oui, voilà, une variation de ça. Et en fait, c'est ok, lol, 10 secondes. Ouais. Mais au bout du 1000e lol, c'est plus lol du tout. Elle a fini par ne plus croire en ses capacités et vraiment à sombrer. À force d'avoir ces retours, finalement, quand t'as ces retours de on te coupe la parole en réunion, on te fait des blagues dénigrantes sur les femmes. De toute façon, t'es la seule femme, donc c'est un peu contre toi. Oui, c'est effectivement. C'est des choses qui usent la santé mentale des personnes. Donc c'est micro. Mais souvent, soit c'est une personne qui va répéter plein de fois, soit c'est du coup tout le monde qui va dire tiens, est-ce que t'es français et tu l'as X fois dans la journée ou dans ta vie, et puis au bout d'un moment, ça te commence à te faire un peu de mal. Ouais, je comprends. C'est intéressant parce que donc si je reprends l'histoire, en tout cas que tu nous as racontée, c'est donc au départ très orienté process. Maintenant, tu rentres dans le monde des êtres humains. Tu découvres la systémique, donc il y a quelque chose en fait qui se crée au niveau des interactions, et donc il y a une étude un peu plus fine finalement de ce qui se passe relationnellement parlant entre les gens. Ensuite, tu dis, tiens, je suis tombé dans ce monde du sexisme que je connaissais pas avant. Et ensuite, du coup, il y a le lien avec la répartie qui commence à se construire. Quand tu dis que tu tombes dans ce monde du sexisme que tu connaissais pas avant de créer finalement ce podcast et tous les ateliers que tu fais autour de la répartie, il s'est passé quoi en fait? Qu'est-ce que tu as appris ou qu'est-ce qui a été déclencheur d'une mise en mouvement de ta part? Ce qui était déclencheur au tout début, c'était ce mauvais rêve dont je te parlais qui me rappelait des souvenirs, où en fait, je me suis rappelé de situations que j'avais vécues qui étaient en fait du sexisme, mais que je n'étiquetais pas comme du sexisme à l'époque, et pour lequel je répondais, comme la plupart des femmes, par le silence, par un rire gêné ou par rien, principalement par ok, je vais encaisser pour préserver la relation de travail, mais qui m'usait quand même, qui était suffisamment pour que je refasse un cauchemar 6 ans plus tard en me disant tiens, il s'est passé ça. Et au démarrage, m'est revenu une situation, et ensuite je me suis dit tiens, mais est-ce que, vu que j'étais déjà à mon compte, est-ce que finalement c'était pas des vieilles situations en fait, c'était comme ça il y a 6 ans, il y a 10 ans, mais le monde a sûrement changé. C'est la première chose que les gens me disent quand j'interviens. Non, mais aujourd'hui, c'est ce qu'on se dit, le monde a changé. Quand tu vois les chiffres sur le sexisme, tu te dis non, en fait c'est presque pire. Ouais. Donc le monde a pas totalement changé. Et donc ensuite j'ai commencé à en parler à différentes femmes, et j'ai vu qu'en fait toutes les femmes avaient cette petite blessure, voire cette grosse blessure. La plupart des femmes, peut-être pas 100%, mais 90%, pouvaient me dire, ah là, il y a une fois où alors, j'aurais voulu réagir et c'est passé ce truc, machin. Donc je me suis dit, il est quand même commencé à y avoir un truc.
Excuse-moi, est-ce que ce sont des femmes qui sont dans le même domaine que toi ou est-ce que c'était vraiment un peu n'importe qui J'en parlais vraiment à tous les gens que je croisais. Alors après, excuse-moi, j'ai une question pour vous. Exactement. C'est un peu devenu ça parce qu'en fait, j'ai échangé quand je rencontrais à des événements. Voilà, c'était vraiment mon sujet pour creuser le truc. Et là, j'ai découvert plein de sujets. C'est-à-dire qu'au démarrage, je suis rentrée par le sexisme et ensuite j'ai découvert j'ai pas découvert le racisme, mais j'ai découvert qu'il y avait d'autres micro-agressions qui pouvaient être liées au racisme. Après, il y a des femmes, parce qu'il y a des femmes qui m'ont dit, en fait, je vis des trucs, mais je suis pas sûre que ce soit du sexisme, je pense que c'est plutôt du racisme. Certaines personnes qui m'ont dit, moi, je vis des trucs, mais en fait, je pense que c'est plutôt de l'homophobie. Et puis, certaines qui disaient, je vis des trucs, mais je sais pas ce que c'est. C'est juste chiant. Ouais, je sens juste chez moi que ça a un impact négatif. Exactement. Et du coup, j'ai commencé à essayer de voir quels étaient tous ces thèmes-là. Et j'ai fait un appel à témoignages que j'avais lancé symboliquement un 8 mars il y a 2 ans. Et un appel à témoignages où j'ai reçu des témoignages de situations. Aussi parce que je me suis dit, si je veux intervenir sur ce sujet, même si jour après jour, en fait, je me rappelais de plus en plus de situations qui me permettaient déjà de commencer à faire un catalogue sur rien que mon vécu. Ça ouvre la boîte de Pandore, en fait, le oui, truc. Non, mais exactement. Et puis même aussi auprès de femmes qui participent à l'atelier. Alors, il y a beaucoup de femmes qui me disent que c'est thérapeutique, en fait, de participer à l'atelier ou à un échange là-dessus, parce qu'en fait, on se retrouve et on se rend compte que, en fait, c'était pas nous, on avait mis sous le tapis un certain nombre de choses, c'est vrai que c'était pas normal, en fait, et de reposer, finalement, c'est intéressant parce que du coup, ça veut dire que toi-même, tu as eu ce processus de soulever le tapis sans le vouloir. En fait, tu marchais sur ce tapis-là. Il y a plein de trucs que tu avais mis dessous, tu avais même oublié, tu disais. Et en fait, à force de commencer à refresh un peu la mémoire, tu t'es rendu compte que finalement, tu avais vécu beaucoup plus de choses que ça et que ça méritait d'être utilisé. Oui, c'est ça. Et donc du coup, j'avais déjà cette première liste avec ce que j'avais vécu moi, mais du coup, j'ai essayé de rassembler plus de choses. Quand tu dis liste, c'est combien ? Liste. Alors en fait, je me suis dit quand est-ce que je m'étais lancée ? À 200 témoignages, je me suis lancée. Et maintenant, je dois être à 400. 200 témoignages. Mais c'est-à-dire le 8 mars, là, tu envoies ton appel à témoignage, t'en as eu combien ? Alors, c'est pas forcément via l'appel à témoignage que j'ai eu le plus, tu vois. Okay, mais du coup, j'en ai glané, mais j'en parlais à tout le monde, tu vois. C'était obsession. Non, mais c'est, il y a un moment donné, oui, c'est ça. Alors, j'ai surtout interrogé des femmes. Et puis aussi, c'est surtout celles qui viennent le plus souvent sur ce type d'atelier. Et effectivement, j'en ai de plus en plus. C'est-à-dire qu'après, j'ai commencé à prendre la parole sur LinkedIn en partageant des témoignages anonymes. J'ai des gens qui se sont mis à m'écrire des témoignages spontanés sur LinkedIn et où parfois je me disais qu'est-ce que je peux faire pour vous. Ils me disent non, mais il fallait juste que je le livre. Donc parfois, c'était des trucs affreux. Ouais, vraiment. T'ouvres ton LinkedIn, tu reçois un message affreux, tu te dis qu'est-ce que je peux faire pour vous, ma bonne dame? Elle me dit non, il fallait juste que je le dise. Et, ok. Merci, bonne journée à vous. Bonne journée, merci de m'avoir envoyé la sacrée patate chaude dans la gueule. Et donc ça, il y a un côté qui était pas super agréable dans cette démarche. D'ailleurs, j'avais échangé, à force de prendre la parole sur ce sujet, j'ai été mis en relation avec d'autres gens qui travaillaient sur ce thème-là. Certaines personnes qui m'avaient dit ça a été dur le recueil de témoignages au début, qui avaient commencé pareil et qui m'ont dit j'ai fait un burn-out en fait, on ne partage que les trucs potentiellement affreux. Ouais, puis c'est des résonances avec toi, il y a plein de choses comme ça qui se passent. Est-ce que des fois, tu as reçu des choses, tu dis, mais en fait, moi aussi? Je pense que j'ai fait je sais pas si j'ai déterré tous les cadavres, mais je pense que j'en ai déterré pas mal quand même. Donc maintenant... tu me dis 200, 400 ça fait beaucoup quand même. Des choses que j'ai à peu près tout déterré. Mais par contre, ça me fait... c'est encore une fois un truc que je veux dire, j'évolue avec le temps. Donc la réponse aujourd'hui, c'est que aujourd'hui, ça me met parfois un petit peu en colère, en fait. Enfin, ça me met en colère. Cette injustice de ces gens qui ont à vivre ça, etc. Ce qui était pas forcément le cas au début, parce qu'au début, il y avait un petit enthousiasme aussi de se dire, il y a un vrai truc, il y a un vrai sujet. Maintenant, je sais qu'il y a un vrai sujet. Ouais, sans qu'il y a un mouvement, il y a une énergie, il y a quelque chose, quand ça boue un peu de partout et que surtout que des gens réagissent. Oui, c'est ça. T'aurais très bien pu prendre la parole et puis qu'en fait... il se passe rien, ouais. Il se passe rien, quoi. Ouais. Donc là, j'ai vu qu'il se passait un truc, donc je me suis dit, cool, je tiens un sujet. Mais après, tu te dis, ça fait quand même chier parce que c'est des sujets qui sont douloureux pour les gens. Au tout démarrage, il y a des gens qui m'ont dit non mais franchement le sexisme, franchement tu feras quoi quand il y en aura plus de démons? Quand il y en aura plus, alors, c'est vraiment des gens ils se disent c'est un truc qui est passé comme ça, c'est de la mode. Une comète. Ouais, c'est une comète. Mais non, la comète s'est arrêtée. Bref, donc du coup moi je navigue vraiment autour de sujets où t'es mal à l'aise, donc c'est pas forcément que du sexisme. Et d'ailleurs j'interviens sous cette étiquette-là en entreprise, notamment quand il y a des programmes diversité et inclusion, parce que c'est leur combat. Et c'est important que les entreprises aient ce combat-là de lutter contre le sexisme. Mais souvent, des femmes se reconnaissent pas forcément dans ce mot parce qu'elles l'ont pas étiqueté comme ça. Et il y a plein de choses que moi j'ai étiquetées au fil du temps. Et puis à force de m'intéresser au sujet, j'ai pu voir des ateliers ou lire sur le sujet. Et du coup, maintenant j'ai un vocabulaire qui est plus élargi sur tout ce que peuvent vivre les femmes. Et c'est vrai qu'au début, je l'avais pas forcément et j'aurais pas forcément étiqueté ce que j'avais vécu comme ça. Enfin déjà, il fallait le déterrer. Puis après, il faut l'étiqueter. Et quand tu disais, tiens...
tu soulèves le tapis et tu vois les choses. Franchement, un moment qui était marquant pour moi, ça a été, donc il y a un salon qui s'appelle Inclusive Day, qui a lieu à Paris, et je suis venue il y a 2 ans à ce salon-là. Et c'était une consoeur qui m'avait dit, faut vraiment t'y aller, c'est the place to be pour ce thème-là. Et donc moi, j'y suis arrivée en touriste complète, quoi. Et je me suis promenée dans les différents stands d'exposants, et il y a une entreprise qui s'appelle Goods to Know qui fait des structures. C'est-à-dire qu'il y a certaines entreprises où les gens, ils n'ont pas forcément le temps d'aller à des ateliers ou des conférences, donc elle fait des structures ou des posters. C'est de l'art, du coup? Alors, c'est pas tout à fait de l'art, mais c'est du carton. Ok. Très, très beau carton. Et donc, là, ils ont fait une pyramide. Alors, je sais pas si tu connais la pyramide des violences faites aux femmes. Non. Parlons-en. Parlons-en, tu vas m'apprendre des choses. Donc, il y a une pyramide. Alors, il y a différentes manières de la représenter, mais en gros, la base, c'est les agissements sexistes. Donc, ça va être toutes ces remarques, ces blagues, ces choses qui peuvent être dénigrantes pour les femmes. C'est une pyramide au sens modèle. Au sens, physique. Oui. Excuse-moi. Non, mais je veux dire, tu vois, quand tu parlais de pyramide, en fait, c'est vraiment pyramide au sens modèle, comme pyramide de Diels ou ce genre de truc-là, ou c'est vraiment pyramide au sens, c'est un objet particulier. C'est plutôt un modèle alors. Ok, c'est un modèle, mais qui a été représenté en physique sur un carton. Exactement, okay, exactement. Moi, j'étais parti en Égypte et tout, tu vois, je me suis dit, mais du coup, elle parle de quoi? Ok, très bien, excuse-moi. Non, c'était malheureusement pas en Égypte. C'était la Défense Paris Arena. Oui, je comprends, oui, effectivement, c'est pas la même. C'était un autre délire. Excuse-moi, vas-y. Et donc, t'as une pyramide, comme pyramide de Maslow, pyramide de Diels, où tu vois des étages, différentes violences faites aux femmes, et l'étage du dessous qui permet l'étage du dessus. À partir du moment, donc, sont représentés les agissements sexistes, le harcèlement sexuel, les agressions sexuelles, le viol, le féminicide. Voilà, quand tu fais la totale. Là, je crois que ça s'arrêtait quand même au viol, hein, ce qui est déjà pas mal. En entreprise, on n'arrivait pas jusqu'au féminicide. Et en fait, t'avais une face avec ces mots, les différents étages, donc agissements sexistes, etc. Donc les labels finalement que tu aurais pas forcément pensé utiliser dans le commun, enfin dans ton quotidien quand tu t'intéresses pas forcément au sujet. Il y avait une face de la pyramide qui était avec les définitions, qu'est-ce que ça veut dire, et il y avait une face de la pyramide avec des exemples, parce que ça pouvait représenter. Oui, comme ça au moins ça permet d'associer des exemples aux mots et à la définition. C'est ça, et te rendre compte aussi que quand tu fais certains trucs pour rigoler, ça s'appelle une agression sexuelle. Donc du coup, peut-être qu'on va arrêter de se marrer. Déjà parce qu'il y a des risques légaux et parce que c'est pas cool du coup de faire ça. Mais du coup la question qui se pose, en tout cas que je me pose, c'est est-ce que ces définitions-là, elles sont arrêtées ou est-ce qu'elles continuent à évoluer? Parce que tu vois, le sens qu'on donne aux mots, donc tu dis qu'il y a des conséquences juridiques, ça veut bien dire qu'il y a quelque part dans le code pénal, je suppose, des définitions qui méritent d'être connues. Oui, c'est ça. Et t'as aussi dans le code du travail, les agissements sexistes. Du travail aussi. Ouais, tout à fait. Donc c'est codifié. Après, certainement que ça peut évoluer, mais en tout cas, il y a une définition exacte que tu peux retrouver dans les codes, en effet. Et moi, ce qui m'a marqué de cette expérience-là, c'est que donc la pyramide, elle doit faire finalement ma taille. Tu peux tourner autour. Donc c'est pour foutre l'ambiance en salle de pause, tu vois. Et je sais pas exactement où ils la mettent, mais moi j'arrivais à ce stand, je me suis promenée, je tournais autour. Et là, tu regardes les différents mots. Moi, je vais commencer un petit peu à me familiariser, mais je connaissais pas forcément toutes les définitions et les termes. Et je regarde la face des exemples. Et là, je vois que j'ai déjà vécu tous les exemples. Ah ouais. Et là, tu te dis, ah merde. Gros choc, parce que tu te dis, moi, je m'imaginais pas, je considérais pas que j'avais été forcément agressée sexuellement, ou violée, ou machin comme ça. Enfin, j'avais pas forcément ces mots-là, ou ces définitions. En tout cas, je savais que j'avais vécu quelque chose qui m'avait mis mal à l'aise. Et là, tu te dis, make sense. Et c'est quelque chose aussi, qui arrive souvent, je vois chez des participantes, qui était de se dire, il y avait un malaise, mais, j'ai l'impression que c'est moi qui surréagis et tout. En même temps, si c'est dans la loi, c'est peut-être pas que toi. Ouais. Je pense qu'il y a quand même une beauté dans l'exercice, du coup, même si c'est inconfortable. Le fait de pouvoir mettre des mots sur des expériences, ça redonne un sens différent aussi aux sensations. Parce qu'effectivement, comme tu le dis, si il y a eu des moments où toi ou d'autres personnes se sont senties mal, mais du coup, elles se sont dit que forcément, c'était elles. C'est de leur faute. C'est bien compliqué parce que du coup, au bout d'un moment, tu ne fais que te taper toi-même. Et en fait, si la solution ou les solutions sont pas là, c'est quand même problématique, quoi. C'est là où je trouve la systémique aussi est intéressante parce que du coup, on remet ça aussi sur un petit peu sur le dos de la relation plutôt que juste sur le dos des personnes. Et je pense qu'effectivement, le fait de simplement avoir eu des exemples, des mots, des définitions, c'est pour ça que j'appuie sur la partie définition parce que je pense que quand tu dis agression sexuelle à quelqu'un, il va pas penser à la même chose que peut-être tous les exemples qui ont été donnés sur cette pyramide. Oui, c'est ça. Et puis c'est la même chose quand on parle de microagression. En plus, c'est un terme qui n'est pas forcément très commun. Quand je demande aux gens, est-ce que vous vivez fréquemment des microagressions, notamment au démarrage des ateliers, où je demande de se positionner, il est arrivé très récemment que les gens, alors qu'ils étaient très enthousiastes de venir à l'atelier, ils se positionnent tous du côté, j'ai pas vécu grand-chose. Je me disais, c'est bizarre. Ils viennent de leur plein gré, ils ont payé, et c'est pas un sujet qui les intéresse. Et au final,
Quand j'aurais dit microagression, c'est par exemple on te coupe la parole en rayon, par exemple on te fait une blague sur ça, par exemple on te dénigre, par exemple on se moque de ton physique, par exemple je sais pas, de ta tenue, tout le monde a avancé. Ouais, bizarrement ça remonte. Et ça me disait ah oui d'accord. Donc oui. Et c'est pour ça que je trouve que le terme microagression est plutôt bien trouvé, parce que du coup, si tu n'arrives pas à associer ce que tu vis à par exemple du sexisme, à du racisme, tous ces trucs qui parfois ont une consonance très dure, très lourde, en tout cas de la perception que j'en ai, microagression est effectivement plus générique, et puis après tu pourrais récupérer ces éléments. Hein. En tout cas, c'est moi ce que ça génère chez moi, même si j'ai pas forcément eu de vécu, on va dire, similaire. Moi, c'est plus effectivement des sortes de blagounettes, et moi, je préfère les sortir sur moi-même avant qu'on les fasse. Mais par contre, chose intéressante, maintenant qu'on en parle, effectivement, je sens légèrement un malaise quand les gens le font. C'est pour ça que je les sors avant. Tu sens un malaise quand les gens te font les blagues ? Ouais. Par exemple, tu vois, sur... moi, je suis asiatique, hein, ça se voit. C'est moi qui fais souvent des blagues d'autodérision. C'est plus facile parce que c'est moi qui le fais pour moi. Même si des fois, des gens sont choqués parce que je le fais sur moi. Mais après, ils se disent... j'aime bien ce paradoxe. Après, ils se disent... Oh, mais il a le droit, lui. Mais oh, tu vois, un peu ce bug-là. Ouais. Mais du coup, quand des fois, les gens le font, effectivement, je peux sentir une sorte de... Ouais, tu vois. Le côté... Je sais pas si c'était... Je sais pas si je peux faire, si c'est adapté. Ok. Ouais. Enfin, quand les gens en font vis-à-vis de moi, par exemple, des fois, je me dis, tiens, donc je peux le sentir à cet endroit-là. Mais c'est vrai que je suis pas trop, effectivement, touché. C'est parce que tu côtoies des gens qui sont délicats, c'est pour ça. Non, mais c'est peut-être pour ça, effectivement. Puis après, c'est le rôle que l'on a, le genre d'interaction qu'on a. Le métier que j'ai, c'est aussi d'être à côté et plutôt de m'orienter sur les autres plutôt qu'eux s'orientent vers moi. Donc, ça limite vachement ce genre d'interaction. Mais par contre, ces micro-agressions-là, moi, je les vois tout le temps. Entre les gens, forcément. Ah oui. Et malheureusement, effectivement, moi, c'est la banalisation que je trouve difficile à combattre parce que du coup, effectivement, tu as tout un historique. Le fameux « ça a toujours été comme ça », je le sens aussi assez fortement. Hein. Donc, sur le sujet que tu évoques, mais sur plein d'autres sujets, bien évidemment. Hein. Le changement, on sait que c'est pas quelque chose qui est si évident. Mais derrière ça, la question que je me posais, c'était toi dans tout ça. Ça veut dire que tu as étudié le sujet, tu t'es rendu compte qu'effectivement, tu avais vécu des sujets, donc c'est quelque chose qui est aussi un peu personnel. Mais quand je discute avec toi, tu as justement cet humour qui vient, on va dire, assez automatiquement. C'est-à-dire que toi, ta stratégie de répartie... Spontanée tourne un petit peu autour de ça ? Oui, je pense que l'humour, ça a toujours été une sorte de carapace de protection qui vient tout seul. J'ai pas toujours osé avant. Hein. Je pense que pendant longtemps, moi, j'étais le paillasson qui s'exprimait pas et qui laisse tout passer. Donc, j'ai pas toujours fait stop avec une blagounette. J'ai souvent dit ok, on laisse passer. Mais souvent, oui, moi, ça va être la blagounette, c'est la stratégie. Alors moi, je l'appelle l'exagération dans les différentes stratégies. Ouais. C'est celle que je préfère. Il y a beaucoup de gens qui aiment bien parce que à partir du moment où quelqu'un t'a fait une blagounette, un truc un peu déplacé, et que tu sais que globalement, ça tombe dans quelque chose qui est pas super cool légalement, où tu peux te permettre de dire n'importe quoi. Ouais. Et donc, tu peux commencer à... Alors, ce que j'aime beaucoup, c'est t'envoyer des fleurs. Du coup, tu as quelqu'un qui commence à te dénigrer et tu réponds en te valorisant. Mais du coup, tu appuies dans la direction de ce que la personne vient de dire ? En fait, il y a les deux. Dans l'exagération, t'as les deux. Dans l'exagération, tu peux avoir le côté autodérision, quelqu'un qui se moque de toi et tu vas dire « t'as pas encore tout vu parce que il y a pire ». Et je vais te dire, je sais pas, les angles incarnés ou j'en sais rien. Enfin, il y a un truc qui est pire ou un truc dégueu. Ou alors, dans l'autre sens, tu vas dire mais en fait, moi, je me kiffe comme ça. Bisous, quoi. Et ça, c'est quelque chose que j'aurais adoré savoir quand j'étais plus jeune, où on m'a appelé pendant une période gros cul à l'école. J'étais élu le plus gros cul de la classe. Et je le mets pas sur LinkedIn, c'est un achievement. Je devrais le mettre dans les recommandations. Et en fait, c'est vrai que j'étais dans une démarche vraiment d'évitement, de cacher mon cul, donc je mettais quasiment une montgolfière en guise de tenue. Ouais, j'imagine. Donc, c'était pas efficace, on ne voyait plus que ça. Du coup, ça m'a beaucoup soucié. Et en fait, aujourd'hui, si jamais quelqu'un s'attaquait à mon cul, j'irais plutôt le célébrer et dire, tiens, ça a l'air de t'intéresser. Et me tourner pour qu'il admire un peu mieux, quand même. Dire, ça, c'est de l'exagération L'exagération, dans le sens, là, mais je suis Beyoncé. Et encore, j'y travaille pour qu'il soit encore plus pimpé, mon cul, tu vois. Ce soir, c'est raclette. Donc, de l'exagération, de se dire, j'essaye pas du tout de maigrir. Je célèbre mon gros cul.
plutôt que de le cacher. Et pourquoi? Parce que dans les deux cas, que ce soit autodérision ou dans je célèbre mon gros cul, tu laisses moins de prise à la personne qui, elle, voulait éventuellement te dénigrer, te faire un peu mal. Si t'es dans l'autodérision et que t'as dit, ouais, t'as vu ton cul, t'as pas vu mon nez, t'as pas vu mes coudes, et encore, je peux te faire la liste, mon Dieu, il y a des rénovations à faire, tu vois. Là, tu te dis, ok, merde, ça marche pas, on a rien à foutre de que je me moque d'elle, quoi. Ou alors, dans l'autre sens, de dire au contraire, mais je me kiffe ultime et ça me fait rien. Ce qui va être différent de quand t'es juste en train d'encaisser, de rien dire et que, en tout cas, avec moi, quand je dis rien, on voit que je suis dévastée. Ouais, je comprends, ouais. D'autres personnes me disent, non, mais moi, je dis rien. Et effectivement, ces personnes-là ont un regard qui tue, qui est un message en soi. Elle renvoie quelque chose, en tout cas. C'est ça. Ça m'amène à une réflexion. Donc, c'est une vraie question, en tout cas, pour toi, même si les autres étaient vrais aussi. Mais si on reprend la situation que tu décris, je pense pas qu'on parlerait de ton cul, mais voilà, on y est. Voilà, ça y est. Mais une personne, au-delà de l'exemple en lui-même, elle te dit, parce qu'elle dit là, par exemple, toi, quand tu rétorques avec cette exagération-là, est-ce que cette exagération, en fait, que tu amènes, ce n'est pas aussi une microagression en retour? Parfois, ça peut être une microagression quand on fait plutôt l'inversion des rôles et quand on dit et toi, t'as vu ta gueule, tu vois. Ouais, ok, d'accord. Là, c'est plus considéré comme une microagression. Là, je vais y répondre du mieux que je peux à la question. Je serai pas experte pour te dire là c'est microagression ou c'est pas microagression parce que souvent ça va être le ressenti de la personne qui va t'aider à le savoir. Donc je sais pas forcément ce qui va être une microagression ou pas. Par contre, effectivement, il y a un côté dans la répartie qui est quand même assez important et qui du coup peut générer une petite pique en retour, qui est que dans les cercles vicieux où il y a plusieurs microagressions ou du harcèlement, il y a un certain plaisir par la personne qui te fait le harcèlement ou qui te fait une microagression. Ouais. Et donc, il s'agit de lui couper ce plaisir. Lui couper ce plaisir, ça passe quand même par je te renvoie la gêne en mode boomerang. Et donc, je te renvoie la gêne en mode boomerang, il doit quand même y avoir au moins un petit inconfort, voire dans certains cas, quand t'es un peu dégueu, du dégoût. Je fais ce que je te dis, je comprends, encore t'as pas vu, j'ai des mycoses. Oui. L'objectif est de créer quelque chose qui fait que la ça personne coupe, en fait, ça coupe le plaisir qui était alimenté et du coup que ça crée une expérience émotionnelle correctrice, comme on dit en systémique, c'est-à-dire que la personne elle avait l'habitude de se moquer des gens, on va dire, je généralise, sur un aspect de leur physique et que ça soit très drôle, que ça fasse rire la galerie, un certain plaisir parce qu'effectivement les autres rigolent et je me sens validée, un certain plaisir parce que je vois la personne qui baisse les yeux ou qui se met à s'énerver, parce que parfois c'est très drôle aussi quand même les gens qui s'énervent. Dis-t-elle avec le sourire, tu sais. Non mais j'observe ça. Et donc t'as ce plaisir qui est là et donc la personne a fait l'expérience que c'était ok, que c'était cool, c'était plutôt satisfaisant. Là, il s'agit de lui faire une autre expérience qui est que c'est pas cool. C'est pas cool. Et du coup, ça peut passer par un certain inconfort. Est-ce que du coup, c'est interdit parce que ça pourrait être considéré comme une microagression? Je sais pas. Là, je suis partagée. Ça dépend. Parfois, en fait, justement, ce qui est intéressant dans les ateliers, c'est parce qu'on a tous une sensibilité différente. C'est que, et je leur dis, lâchez-vous dans l'atelier. Les microagresseurs et agresseuses sont pas là. Donc là, on se lâche entre nous. Et après, on va être juge de ce qu'on garde ou ce qu'on garde pas. Et parfois, on sent un truc qui est parti un peu fort. Bon, souvent un peu cathartique où la personne, elle se sent quand même mieux de l'avoir dit. Mais où tu te dis, bon, ok, peut-être que je recommanderais pas ça. Et d'autres fois... peut-être que je ne recommanderais pas de lui en mettre une dans la gueule. Exactement. Et d'autres fois où les gens se disent, je sais pas, j'ose pas. Et en fait, ils te sortent un truc et ça sonne juste, ça sonne pas exagéré. Donc, c'est utile quand même de faire changer la gêne de camp. Après, moi, je recommande pas le coup de boule, surtout en entreprise, parce qu'on est quand même là pour créer un climat de travail serein. Puis et donc, ça se voit. Et ça se voit le coup de boule, oui. Non, le coup de boule oral. Parce que j'ai pas trop d'inquiétude parce que souvent c'est un énorme frein quand les participants, c'est j'ai peur de l'escalade. Donc clairement, dès le début, on sélectionne plutôt des choses qui vont limiter l'escalade. Donc quand t'es en train d'exagérer, de faire l'autodérision, de te valoriser, t'es pas en train de dire à l'autre t'es moche, quoi, ou un truc. machin. T'es en train de parler de toi. Enfin, tu donnes pas forcément de prise à cette escalade, sauf qu'il se la pète encore plus, mais c'est pas forcément contre toi s'il se la pète encore plus. Mais je comprends, c'est une vraie question que j'avais, parce que du coup, effectivement, quand on peut voir les gens qui se répondent entre eux sans forcément avoir la notion de répartie, qu'est-ce qu'il y a derrière, c'est qu'en fait, je cherche à enlever le plaisir, c'est ça que je garde en tout cas de ce que tu dis. Effectivement, tu sens qu'avant, il y avait qu'une personne qui cherchait la bagarre, maintenant, ils sont deux dans la bagarre, et du coup, en fait, effectivement, tu renforces un conflit potentiel à l'intérieur. Donc, c'était une vraie question de me dire, tiens, dans les stratégies, effectivement, que tu apportes aujourd'hui, il y a quand même une conscience de se dire,
je ne suis pas là pour renforcer un problème, je suis là pour couper une histoire qui renforce un plaisir que la personne est là et qui crée une asymétrie de relation à un instant T entre une personne qui essaie de dominer d'une manière ou d'une autre et qui essaye de dénigrer une autre, de ce que j'entends. Oui, c'est ça, exactement. Donc il y a certaines stratégies qui vont être plus border, notamment dans l'inversion des rôles, où effectivement tu peux faire l'inversion des rôles en mode méga violent ou moins violent. Mais dans d'autres cas, je suis très attentive à ça, justement attentive à ce que ça crée pas l'escalade derrière, mais déjà parce qu'en fait, les participantes, souvent, elles ont très très peur de ça. C'est-à-dire qu'elles se disent, waouh, déjà je répondais pas pour me préserver, pour préserver la relation, je sais pas quoi. Mais si je me mets à répondre et que le retour de flamme, c'est encore plus fort, je sais pas si je serais capable de le supporter. Et là, ce qu'on essaie de faire, c'est plutôt de faire un truc où soit quelque chose qui est doux, qui va être une question, essayer de se mettre un peu de doute, etc. Donc ça, c'est plutôt doux. Il n'y a pas de raison que la personne s'énerve des masses. Soit quelque chose qui va être pas aussi doux qu'une question, mais qui va être je parle de moi, en fait. Je suis pas en train de t'attaquer, je parle de moi. Ou j'exagère le stéréotype, mais qui vise pas à blesser la personne. Et du coup, toi, dans le quotidien de Michel maintenant, quand tu reçois, parce que ça arrive peut-être encore, des micro-agressions, malheureusement. Du coup, comment ça se passe ? Comment ça se passe ? Ça se passe qu'il y a une mise en abîme incroyable. Ouais. Ça se passe. C'est-à-dire que je me dis, what ? Est-ce que je suis obligée de répondre parce que c'est mon métier ? Ouais, non, c'est intéressant. Je me pose encore plus de questions que les autres gens. Ou est-ce que ça devient un terrain d'exploration et de validation, de confirmation ? Je pense qu'il y a les deux. C'est-à-dire, ça dépend des jours. Je pense que c'est comme tout le monde. T'as toujours un capital énergie, envie d'y aller et de réagir qui est différent en fonction des jours. Et il y a des jours où je me dis, ou parfois au tout démarrage, franchement, j'avais envie de dire merci. Enfin, limite, c'était merci la répartie. L'exemple supplémentaire ? Ah, la répartie. La répartie, parce que une technique de répartie, c'est de remercier la personne. Donc, en particulier, si elle te veut du mal, si elle te dit un truc désagréable, de la remercier. Ou de lui renvoyer un compliment, etc. Et moi, au démarrage, comme je cherchais absolument à avoir beaucoup d'exemples, je trouvais ça très intéressant de vivre une microagression, une petite attaque, parce que ça m'apportait à la fois des idées des exemples. Ouais, ça m'a apporté déjà, ça a complété mon catalogue, donc je trouvais que c'était cool, parce que ça m'aidait, ça me gardait vive sur mes appuis. Ça me permettait aussi de me mettre dans cette situation qui est dure à reproduire en atelier, qui est les émotions que tu reçois. En fait, en atelier, du coup, on travaille beaucoup sur comment tu pourrais répondre, c'est quoi les différentes stratégies, mais évidemment, on est dans un contexte sécure où t'es pas totalement vénère. Enfin, en général, t'es pas totalement vénère. Et donc, t'as moins de la difficulté du quotidien de quand t'es super vénère. Bon, l'avantage, c'est quand tu le travailles en atelier, t'as réfléchi à des types de réponses et donc t'as un coup d'avance quand même sur le jour où tu seras vénère. Mais c'est vrai que c'est plus difficile quand t'es énervé. Et du coup, je me connecte souvent à ces émotions que je vis en me disant, tiens, voilà, c'est une sorte de piqûre de rappel de ce que vivent les gens et qui m'en parlent en atelier. Parce que je pense que j'en vis quand même pas tant que ça. Mais c'est vrai que t'as toujours la surprise du truc. Enfin, toujours. Parfois, tu peux l'anticiper. Où tu te dis, ces gens-là, ils sont un peu chiants d'habitude. Tu les vois venir. Tu les vois venir. Ça m'est arrivé. Je vois que je m'applique mes propres conseils en me disant, tiens, je sais que je vais voir un tel. Il va sans doute me chambrer. Ça peut être sur ça ou ça. Ok, ouais, tu le savais déjà. Et du coup, je sais ce que je vais répondre. Et donc, t'es moins pris par surprise. Après, il y a d'autres fois où t'es plus pris par surprise. Donc, moi, j'ai cette mise en abîme supplémentaire qui est que je me prends la tête et où parfois, j'avoue, je réponds pas et je me dis, est-ce que j'aurais dû répondre en tant que Michel? Ah oui, d'accord, ouais. Ou est-ce que c'est quand même ok de laisser passer, tu vois. Mais c'est vrai que t'es encore surprise. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont encore plus créatifs par rapport aux 400 cas que tu as vus et qui réussissent encore à te surprendre. En fait, parfois surprise que ça m'arrive, parce que ça m'arrive plus aussi souvent qu'avant. Et en fait, au démarrage, ça m'arrivait pas mal aussi parce que les gens ils savaient que j'étais sur le thème, en particulier du sexisme. Du coup, ils me faisaient des blagues et des remarques sexistes pour savoir comment j'allais réagir. Ah, les gens te testent, quoi. Oui, exactement. Ouais. Au démarrage, c'était ça. C'était vraiment ça. Et puis sur LinkedIn, quand je réagissais des trucs, t'avais des gens qui commentaient derrière moi qui disaient « Bonne répartie ». L'impression d'être à l'école des fans. C'est bien. Bref. Et donc maintenant, pas forcément surprise par le contenu, mais parfois tu te dis encore, quoi. Et du coup, là, je me relie vachement à ce que vivent les personnes qui me disent « mais flemme, quoi, Roger, qui me sort tout le temps ça ». Et je me relie à leur exaspération à ce moment-là, tu vois. Ouais, mais ce qui est intéressant, c'est que tu dis que tu te reconnectes au processus interne de la personne lorsqu'elle vit la microagression. Ouais. Ce qui fait que ce n'est pas que dans la tête où tu balances un exemple et puis tu comprends le truc intellectuellement. Ce que je vois un peu trop aussi dans beaucoup de formations humaines. On te donne plein de trucs qui sont très logiques. Mais c'est vraiment ce que tu dis tout à l'heure, c'est vraiment quand tu vis le truc, t'as un automatisme émotionnel qui arrive et comment est-ce que tu le gères. C'est pour ça que je trouve que la terminologie que tu utilises, qui est muscle, ta répartie, est très juste parce que du coup,
c'est un truc que tu entraînes. Peut-être que ça partira trop vite un jour quand tu seras trop musclé, mais en tout cas, il y a ce côté, c'est un entraînement permanent, quoi. Et si peut-être que tu arrêtes de t'entraîner et effectivement, que tu vas perdre un peu tes automatismes, et puis quand ça reviendra, il faudra te muscler. Donc, il y a vraiment cette logique d'entraînement permanent. Oui, c'est ça, qui est pas toujours facile en entreprise parce que souvent, forcément, ils veulent aller vite et faire une seule session, etc. Ouais. Après, ce qui est sympa parce que les gens, ils découvrent des choses qu'ils n'avaient pas du tout imaginées parce qu'ils n'y avaient jamais réfléchi, donc ça leur ouvre des pistes. Mais sinon, c'est vrai que pour moi, c'est vraiment un muscle, comme tu le dis, même pour moi aussi. C'est-à-dire que quand je fais plein d'ateliers, ouais, je suis chaude. T'es au taquet, ouais. Faut pas me chercher. Il y a des moments où j'en fais moins, où tu te dis, ok. Mais c'est pareil sur tous les sujets. Après, j'imagine peut-être c'est pareil pour toi, mais moi aussi, parfois, j'anime des formations sur la communication non violente ou sur le feedback, sur l'écoute, sur ce genre de choses auprès des managers notamment. Et en fait, à chaque fois que je l'enseigne, que je me remets dedans et que je réexplique et que je refais avec eux les exercices, je me fais une piqûre à moi-même de rappel. Donc c'est vrai que moi, ça me muscle beaucoup d'animer les ateliers parce que ça me fait réfléchir à d'autres situations, parce que il y a toujours des gens qui sortent des trucs de dingue, je me dis, ouais, je note pour plus tard. Et puis ça te donne toujours de l'énergie parce qu'il y a aussi ça dans la répartie. Alors face aux situations qui te saoulent, face au sexisme notamment, ce qui aide aussi quand on se retrouve entre femmes, c'est de retrouver cette énergie de, ok, on va pas laisser passer ensemble, quoi. Plutôt que, flemme encore, parce que du coup, il te fait ça, mais ok, je vais attendre, je vais passer, puis il va refaire la blague la semaine prochaine. Et si on se dit, allez, on se donne de la force ensemble, c'est vrai que c'est pas possible de continuer à supporter ça, et puis on va dire quelque chose. Ça te donne aussi l'énergie, à la fois. Justement, en parlant d'énergie, parce que les gens le voient pas, mais en fait, on a commencé dans une salle qui était illuminée, et là, il fait nuit, c'est une caverne. Est-ce qu'on serait pas mieux si tu peux, derrière toi, il y a un petit bouton. Ouais. C'est juste pour pas qu'on s'endorme l'un en face de l'autre. Même si j'en doute vraiment. Ouah. Le réveil est douloureux. Voilà, l'énergie est là. Mais c'était toi. On en parlait tout à l'heure. Donc oui, je comprends la partie énergie parce que c'est quand même quelque chose qui est douloureux. C'est une énergie à devoir envoyer en face de quelqu'un aussi. Donc parfois on a juste envie de dire fuck it, tu vois, je passe quoi. Donc je comprends très bien. Je vais revenir sur une phrase que tu as dite et qui connecte avec ce dont on discutait avant de démarrer l'épisode. Tu disais, je m'applique mes propres conseils. Et on parlait de ce sujet de l'exemplarité, qui est effectivement un grand questionnement, parce que du coup, c'est pas comme si, je sais pas, tu étais prof d'allemand, ou, alors peut-être que tu fais de l'allemand, probablement pas, mais prof d'allemand, et du coup, tu vas dans ta salle de classe, tu fais ton cours, et puis après, tu t'en vas. Tu mets plus le verbe à la fin après. Alors déjà, mais surtout en fait que tu vois pas de l'allemand tous les jours. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que ton sujet est trop spécifique, etc. Toi, tu es dans un domaine, bon déjà relationnel, donc déjà il y a plein de gens autour de toi, donc tu es déjà dans ce domaine-là. Mais le sujet de la répartie, ou en tout cas des micro-agressions, c'est un truc que tu verras partout. Et donc maintenant que tu es leadeuse d'opinion, comme je te le disais tout à l'heure, c'est quoi ta relation avec cette exemplarité que potentiellement en fait tu veux mettre en avant sur ce sujet-là? C'est une vraie question, comme je te disais aussi, quand je me retrouve face à une situation, je me dis tiens, est-ce que je laisse passer? Ou je me dis, il y a une voix en moi qui dit non mais faut pas laisser passer, tu ne laisses rien passer meuf maintenant, c'est interdit, Verboten en allemand, n'est-ce pas? Et donc en fait je me questionne beaucoup par rapport à ça parce que moi c'est quelque chose d'essentiel, surtout pour les autres, je trouve l'exemplarité. Ouais, non mais c'est important. C'est important, sur plein de sujets c'est super important et c'est très difficile à porter aussi l'exemplarité parce qu'on se voit pas forcément faire. Moi, il y a un sujet sur lequel ça m'a fait évoluer de travailler sur Muscle ta répartie. C'est plutôt le côté exemplarité sur mon côté micro-agresseuse. Micro-agresseuse. Voilà, parce qu'on est tous micro-agresseuses, micro-agresseurs, sans forcément s'en rendre compte. D'ailleurs, dans certains des ateliers que je faisais au début, moi, j'essayais d'avoir un angle qui était différent des ateliers, on va dire, moralisateurs, où on dit faut plus dire ça. Moi, je dis pas faut plus dire ça, mais je dis prenons ces exemples. Qu'est-ce qu'on pourrait envoyer dans la gueule des gens qui nous disent ça? Voilà. En creux, ils comprennent qu'il faut pas le dire. Et à la fin des ateliers, quand je fais l'ancrage, je leur demande avec quoi ils repartent. Il y avait beaucoup de gens. Alors c'est moins en ce moment, mais au début, beaucoup, qui disaient, en fait, je me rends compte que je suis micro-agresseuse. Alors je me disais, waouh, c'est dingue parce que c'est des gens qui subissent des situations et qui en plus ils se mettent la double peine de se dire en plus je suis micro-agressif. Ils repartent avec des casseroles, ces gens-là. Peut-être que c'est logique parce que du coup vu qu'ils en vivent beaucoup et qu'ils savent pas comment réagir, peut-être que derrière effectivement il y a une réaction. C'est en voyant certains exemples aussi, parfois il y a des gens qui disent je dis ça. Ouais, c'est vrai. Non, et donc t'as ceux qui disent je dis ça et qui disent je continuerai à le dire.
C'est vrai, ouais, tu l'avais quoi dit. Qu'il ouais, arrive, et t'as les gens qui vont te dire, oh, je dis ça, faudrait peut-être plus que je le dise. Et c'est vrai que moi, j'ai eu pas mal ça, notamment, comme tu as remarqué, je fais des blagounettes de temps en temps. Et c'est vrai qu'il y a des blagounettes qui peuvent être parfois voilà, des taquineries vis-à-vis de certaines personnes et qui pourraient être mal prises. Et du coup, maintenant, je remue beaucoup plus, malgré les apparences, ma langue dans ma bouche avant de dire des blagounettes. Malgré les C'était pire avant. Et parce que souvent, j'ai un petit warning, je me dis, est-ce que ça pourrait être offensant pour quelqu'un? Est-ce que quelqu'un pourrait se sentir dénigré par rapport à ça? Et du coup, je fais aussi beaucoup moins de blagues personnelles qui visent une personne parce que ça pourrait être offensant. Et donc, j'essaie de m'appliquer aussi d'une certaine manière, à la fois dans ma manière de réagir et aussi dans ma manière de, quand j'ouvre le dialogue sur quelque chose, de me dire, tiens, gaffe à que ce soit pas offensant. Évidemment, parfois c'est offensant. Et si jamais la personne le dit en face, gros effort que peu de gens font d'accueillir le truc et de dire, bah ouais, c'est vrai, merde, pardon, j'ai fait une connerie de dire ça. Et c'est vrai que quand je dis gros effort que peu de gens font, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens, tu veux leur dire, ça m'a mis mal à l'aise. Franchement, c'est un des trucs, quand je dis aux femmes en atelier, une des manières de répondre, c'est juste de dire comment vous êtes et dire ça m'a mis mal à l'aise quand il m'a dit ça. Ouais. Peut-être en one-to-one, et c'est quelque chose qui est quand même faisable comme phrase. Elles appréhendent énormément ce que la personne va dire en face, parce qu'elles savent que Roger, il va dire, bon, pas du tout. En fait, ça va relancer un truc. Que pour certaines personnes, ça risque. Après, il y a plein de gens, ça va les arrêter, franchement. Moi, j'ai déjà eu, il y a longtemps, une amie qui m'avait dit que je faisais un petit peu des blagues. Moi, j'aime bien les blagues filées, hein. On a pu s'en rendre compte. Ce qu'on appelle les blagues pas drôles, un peu lourdes. Et du coup, les blagues filées, quand ça fait une blague sur quelqu'un et reblague, la personne, elle peut trouver ça un peu lourdingue. Et puis, il y avait une copine qui m'avait dit, quand tu fais ça, c'est désagréable. En fait, moi, je me sens mal à l'aise et j'ai dit, je vais arrêter de le faire. Enfin, mais il y a des gens qui tu dis, je suis mal à l'aise quand tu fais ça, qui vont te dire, ça va, mais t'es rabat-joie, mais franchement, t'as pas d'humour, quoi. Et ça, c'est une des réponses que les femmes appréhendent le plus. Mais parfois, tu peux t'autoriser à le faire. C'est là où c'est intéressant, quand je te disais aussi de tester, c'est de se dire, parfois tu sais que, par exemple, j'imagine, de ce que je connais de toi, que si je te dis, t'as fait ça m'a mis mal à l'aise, ça va être ok avec toi. Avec d'autres personnes. Essaye. Essaye, on va voir. Vas-y, mets-moi mal à l'aise. Et avec d'autres personnes, tu vas te dire, bon, ok, ça va peut-être pas passer. Ou alors, tu vas essayer avec d'autres personnes et puis tu vas voir qu'ils vont te dire, machin. Et la prochaine fois, tu testeras peut-être une stratégie un peu plus saugrenue que tu m'as mis mal à l'aise. Mais c'est vrai que quand tu dis ça, que je m'imagine des trucs dans ma tête, quand tu micro-agresses, sans le vouloir forcément, alors il y a des gens peut-être qui le font volontairement, mais tu vois, quand tu disais, tiens, je me rends compte que je suis micro-agresseuse, tu envoies un truc vers l'autre. Et quand, en fait, la personne te dit, voilà comment j'ai réceptionné ton message, en fait, ça reconnecte l'autre à son intention, à la volonté qu'il avait dans la relation qu'il voulait créer à ce moment-là. Parce que si toi, par exemple, tu me dis à ce moment-là, tiens, quand t'as dit ça, ça m'a mis mal à l'aise. Enfin, moi, je sais que ça m'a arrêté un peu net de me dire, en fait, c'est pas ça que je voulais au départ. Et je pense que c'est aussi ça qui est le cœur de l'exercice relationnel, au-delà de la répartie, quoi. C'est que les gens développent une conscience d'eux-mêmes aussi. Parce que du coup, c'est pas parce que je t'envoie un truc et que tu le réceptionnes mal que c'est toi le problème. C'est que j'ai aussi une co-responsabilité avec toi dans la communication. Et donc j'ai l'impression que c'est ce que tu évoques aussi dans tes ateliers. Et c'est comme ça que tu testes aussi. C'est qu'il y a toi, il y a l'autre, et puis ensuite il y a vraiment la relation que vous voulez créer. Et est-ce que c'est acceptable ou pas par rapport à l'humeur que tu as, le contexte que tu as aussi, quoi. Oui, et puis parfois on va plus loin en se disant, tiens, et si tu réponds ça? Ouais. Parce que il y a énormément de freins pour la répartie, pour oser dire justement ça me convient pas. Il y a énormément de freins. Donc se dire, tiens, on va faire l'étape d'après, et s'il te dit ça, on pourra quand même trouver autre chose pour répondre. C'est vrai que c'est inconfortable, hein. Enfin, c'est ce que je vois beaucoup en entreprise. Il y a plein de situations qui n'ont pas lieu. Par exemple, simplement de dire, ça m'a mis mal à l'aise, ou ça c'était pas ok, ça c'était pas acceptable. Juste de le dire. Parce qu'on veut pas avoir exactement comme tu le décris, mais moi je parle vraiment de conversation inconfortable, conversation difficile. C'est que parfois on préfère ne pas avoir ce truc-là, le risque d'avoir cette conversation difficile. Et en fait, on va avoir des mécanismes d'évitement. Donc le silence en est une, mais de s'inventer des histoires aussi, de dire en fait c'était pas grave ou ce n'est pas arrivé. Je pense que c'est d'autres manières de le faire, quoi. Ou je l'aime pas, j'ai plus envie d'aller en réunion avec lui. Aussi, et effectivement. C'est une histoire qui peut avoir des impacts sur la cohésion et l'efficacité de l'entreprise. Non, mais tout à fait. Mais ça, c'est pas quelque chose qui est visible, hein. C'est pas un truc qu'on compte facilement, tu sais. Non, mais c'est vrai, parce que c'est des choses, l'évitement, c'est quelque chose que j'ai pu, pas qu'un mécanisme naturel. Donc, tu parles du silence, mais après, plus largement, en fait, disons, Olivier m'a mis inconfortable à la machine à café en faisant une blague sur les femmes ou je sais pas quoi. Du coup, j'ai plus trop envie de passer près du bureau d'Olivier. Du coup, j'évite même l'étage d'Olivier. Du coup, et ce que j'observe, c'est aussi des femmes qui m'ont dit, en fait, on se rend compte que
Du coup, pour éviter de se confronter à ces blagues sexuelles, par exemple, qu'il peut y avoir à la pause, en fait, on se rend compte qu'on prend plus la pause en même temps. En fait, naturellement, on évite les gens qui font ça. Et on va à un autre moment à la machine à café. Et c'est inconscient, tu disais? Elle, ce qu'elle m'a dit, c'est qu'en fait, en me le disant, elle se rendait compte qu'elles avaient fait ça. Comme ça, elle me dit, en fait, on les entend moins parce qu'en fait, on va plus les voir. Non, mais c'est con ce que ça crée, en fait. Ouais, je comprends, ouais. Et parfois, c'est un évitement. Donc là, est-ce que ça a créé une solution ou pas? Ça a marché pour le fait de plus être confronté à ces blagues sexuelles, mais après, ça a un impact sur l'entreprise. Quand on disait aussi, créer du lien, après, quand il va falloir faire un projet avec Roger, peut-être que ça va être un peu plus compliqué. Et puis, t'as d'autres fois où l'évitement n'est pas fonctionnel, où il y avait une femme qui m'avait raconté qu'elle travaillait dans une usine, et quand elle arrivait dans l'usine, il y avait un gars qui lui faisait une blague sexuelle tous les matins. Et donc, elle essayait de passer de plus en plus loin de son bureau. Le problème, c'est que lui, il criait de plus en plus fort sa blague. Donc elle avait de plus en plus la honte. et c'est affreux. Et du coup, tu peux être coincé dans cet évitement, et c'est là où il faut arrêter d'éviter et mais c'est là où tu te dis qu'il y a plus de limites, quoi. Et les endroits où il y a vraiment plus de limites qui sont mises, quoi. Ouais, et là, c'est dans ce cas précis, ce qui est compliqué, c'est que la personne, elle est allée reporter à l'équipe RH, et l'équipe RH lui a dit, il est comme ça, tu vas pas le changer. Mais ça arrive dans plein d'endroits. Alors pas spécifiquement sur ça, mais moi, ce que je trouve fou, c'est comment est-ce qu'on accepte un comportement. Donc là, pour le coup, c'est même plus une micro-agression. Je trouve que ça devient comme une agression en tant que telle, tu vois. Mais il y a d'autres comportements assez similaires, des comportements un peu de diva, par exemple, dans d'autres écosystèmes, pareil. Ou des personnes qui sont connues comme étant toxiques à l'organisation, et où, en fait, on accepte que c'est comme ça. Ça, c'est un truc, moi, que j'arrive pas à comprendre. Ouais. Après, je pense qu'on est aussi plusieurs à être responsables de maintenir ce système et de ne pas réagir. Donc, effectivement, tout à fait. Après, il y a des fonctions consacrées, les RH ou les managers qui devraient actionner quelque chose. Mais c'est vrai que j'ai entendu aussi les témoignages de femmes qui me disaient, j'ai l'impression quand même que le manager est sexiste parce qu'en fait, il coupe la parole beaucoup des femmes. Elles ont fini par suivre les choses en se disant, mais il coupe la parole systématiquement des femmes et pas des hommes. On va lui en parler. Et là, il a répondu, mais moi, je suis comme ça. Ok. Donc on fait rien par rapport à ça, en fait. Ouais. T'es d'accord que tu coupes spontanément plus souvent la parole aux femmes qu'aux hommes, et on va s'en arrêter là, quoi. Mais je suis comme ça, voyons. I was born this way. Et ça, c'est un élément qui est important, c'est-à-dire que c'est vrai que quand moi j'avais des formations autour de un peu de la personnalité, des relations, des choses comme ça, quand tu commences à structurer, tu vois, des fois des profils de personnalité qui sont finalement plus des pointeurs que des vérités, il y a un message que j'essaie d'envoyer qui était important, c'est comprendre n'est pas justifié. C'est pas parce que tu sais que tu as tel automatisme que maintenant tu vas devoir les imposer aux autres. Donc c'est vraiment dans cet exemple-là de dire, voilà, moi j'ai tendance à sortir une blague quand je suis inconfortable, mais quitte à te mettre encore plus inconfortable avec moi, parce que je le sais que je vais continuer à le faire et que toi tu dois le subir. C'est au contraire, quand je sais que moi je risque de tomber dans cet automatisme-là, comment est-ce que je peux faire pour essayer de le limiter, pour limiter les impacts? Et ça, c'est pour ça que la partie conscience de soi, pour moi, est un vrai sujet en ce moment. Parce que du coup, on connaît plein de choses. Et l'IA nous aide beaucoup à ça. On connaît beaucoup de choses. Mais le fait de prendre conscience de nous et de l'impact qu'on peut avoir, ça, je trouve que c'est encore un truc qui est manquant aujourd'hui. Encore en 2026. Oui, c'est vrai. Alors après, ça peut... Alors en systémique, parfois, on dit qu'il n'y a pas forcément besoin de passer par cette étape de prise de conscience, mais plutôt par une expérience différente. Donc là, c'était l'idée avec la répartie, c'est de passer par cette expérience différente, mais aussi ça peut être tout simplement de dire à la personne, en effet, tout simplement de dire, quand tu fais ça, ça me met mal à l'aise, ça me crée tel problème. Et très souvent, les gens ne s'en rendent pas compte. Parfois, c'est un peu un toc. J'imagine que la personne qui fait la blague sexuelle tous les jours, ça va pas faire un planning en disant, quand machin arrive, planning blague. Mais c'est devenu presque un réflexe, un truc qui est confortable pour eux, dont ils ne le voient peut-être pas, ils s'en rendent peut-être pas compte. J'ai interviewé récemment Frédéric Lévy sur mon podcast qui a écrit un livre sur l'assertivité, et il parle d'un exemple d'un manager qui est perçu comme autoritaire par ses équipes, qui reçoit en coaching, et en fait c'est un manager qui coupe beaucoup la parole, et il se rend compte que le coach peut pas en placer une, et donc dès qu'il commence à parler il coupe la parole, et donc il dit je commence à faire des petits bâtons pour voir le nombre de fois il me coupe la parole, et je lui dis parfois est-ce que vous coupez la parole des gens, et il dit peut-être ça m'arrive, et j'ai dit et est-ce que vous m'avez coupé la parole? Il dit, peut-être une ou deux fois. Mais très très loin du compte. Et en fait, cette personne ne se rendait pas compte que finalement, il passait du coup un message, que les gens du coup interprétaient tout un tas de choses sur lui, du fait qu'il coupait la parole, du fait qu'il était autoritaire, etc., et qu'il écoutait pas les idées. Mais en fait,
il n'avait pas du tout conscience de ça. Et il y a plein de choses, enfin, je sais très bien que parfois je vois les retours caméra des enregistrements, je me dis, mais waouh, c'est quoi cette gueule? Mais tu sais pas quand tu le fais. Ce qui fait que parfois tu fais des trucs ou tu dis des trucs qui te semblent ok, et puis l'autre en face se dit, mais what? Et toi, tu le sais pas si la personne fait what dans sa tête. Tu sais pas que t'as fait un truc bizarre. Ouais, je te rejoins tout à fait sur ça. En tout cas, merci pour cet exemple. Ça nous invitera à aller regarder aussi tes podcasts en vidéo, parce que du coup, on veut voir à quoi ça ressemble. Si tu avais un message pour finalement clôturer cette grande partie d'épisodes ensemble, pour les personnes qui vivent des microagressions, si tu avais un truc à leur partager, ce serait quoi? Si j'avais un truc à leur partager, j'aurais 1 milliard de trucs à leur partager. Mais si j'imagine, mais du coup, il faut choisir. C'est ça. En fait, je dirais qu'ils sont pas seuls. Souvent, on a l'impression qu'on se remet beaucoup en question. D'abord, on est un peu dans le déni en disant « il voulait pas mal, etc., etc. » Donc, en fait, ce que vous vivez, c'est sans doute ce que vivent 100 000 personnes le même jour en France. Donc, vous êtes vraiment pas seuls et c'est pas forcément contre vous. Donc, arrêtez de vous prendre la tête. Et puis, s'ils ont le courage de l'ouvrir juste pour dire c'est pas ok. Génial. Merci beaucoup, en tout cas, merci Michel, pour cette joie de vivre que tu nous as amené pendant tout cet épisode-là. Et du coup, donc, on va clôturer cette partie de l'épisode. Et comme tu le sais, peut-être ou pas, mais il y a une toute petite partie supplémentaire qui va arriver parce que tu l'as vu tout à l'heure, j'ai préparé des cartes pour toi et du coup, on va y arriver. Donc, comme tu le sais, tu as 2 paquets en face de toi, des cartes que tu connais, ou en tout cas une partie des cartes que tu connais. Et ce que je vais te proposer, c'est que tu choisisses un paquet déjà. Est-ce que tu prends la pilule bleue ou est-ce que tu prends la pilule rouge? Je vais prendre le rouge alors. Parce que... Prends les rouges? Tu connais pas, c'est ça? Je connais pas. Donc ce que je te propose, c'est de les mélanger. Ok. Et puis d'en sélectionner une dans tout ça là. Mm-hmm. Et donc de nous la lire. Et puis si tu le souhaites, y répondre. Sinon, tu as le droit à un joker. Et du coup, tu as le droit de la remettre et en tirer une autre. Mais du coup, la deuxième, il faudra y répondre. Très bien. Quel mot choisirais-tu pour décrire tes choix de vie jusqu'à présent? Cette question m'évoque Quand j'étais beaucoup plus jeune, j'avais une copine qui aimait bien faire plein de jeux comme ça, poser des questions bizarres. Et il fallait qu'on dise de manière spontanée des mots. Et je me rappelle qu'il fallait que je dise un mot spontané qui correspondait finalement, après coup, je pense à comment je définissais ma vie. Et ce jour-là, j'avais dit feuilleton. Et ça m'a beaucoup marqué après coup. Je me dis, tiens, c'est bizarre. Pourtant, je regarde très peu la télé. Et aujourd'hui, j'aurais aussi envie de te dire un peu hasard ou bordel. Ok, mais il y a feuilleton aussi ou pas? Ouais, en fait, du coup, ça m'a fait un flash sur cette expérience-là où c'est un feuilleton. Tu vois, je me regarde vivre ma vie. Tu vois, je prépare mon biopic. Ton biopic, ouais. C'est ça. Ouais, donc il y aurait feuilleton, il y aurait un peu bordel en effet, parce que j'ai toujours été très inconfortable devant la question en entretien où vous voyez-vous dans 5 ans. Oui, alors je sais même pas si... Et je te raconte même pas si c'est dans 10 ans, tu vois. Ouais, mais il y a encore des gens qui posent la question. Oh, tu sais, il y a encore des gens qui pensent toujours beaucoup de questions. Même celle-là, elle est même pas illégale, mais des gens qui posent des questions illégales aussi. Et j'ai toujours été très inconfortable par rapport à cette idée de me projeter, enfin même à 1 an, quoi. Enfin là, tu m'aurais dit à 1 an, t'as un podcast, tu passes ton temps à te filmer et tout. Je dirais, mais ça va pas, l'ego triple. Ouais, je comprends. Ou même, quand j'ai commencé à publier sur LinkedIn, genre, c'est pour moi, c'était jamais de la vie, quoi. Après, je me suis retrouvée à publier tous les jours. Et donc, je suis incapable de te dire ce que je ferais dans 1 an. Et si ça se trouve, je serais capable de faire des choses que je suis pas capable de faire aujourd'hui. Ça se trouve, je serais devenue commerciale. Et tu reviendras nous le raconter. Je reviendrai te raconter ce changement de vie. Et donc, ouais, donc c'est où je pourrais dire aussi le feeling, tu vois. Quelque chose qui est vraiment le contraire de la stratégie, je dirais, pour résumer ma vie. Génial, merci. On va continuer. Très bien. Tu veux continuer dans ce paquet-là? Je peux changer de paquet, tiens, t'as le choix. Voilà. Hein. Est-ce que tu retournes du côté du un peu connu ou est-ce que tu continues dans... Allez, j'en prends une autre là. Donc, ce que je te propose, on va faire légèrement différent. Très bien. C'est que tu vas en sélectionner 2. Ah. Donc, tu as même le droit d'en prendre une autre. C'est la folie. Tu vas nous lire les 2. Ok. Puis tu vas en choisir une à laquelle tu veux répondre. Et si vraiment tu es dans le zèle et le mouvement, le feeling du moment, tu auras même le droit de répondre aux 2. C'est un truc de dingue ce que tu me proposes là en termes de consignes. Excellent. Et bien, je viens de me dire d'ailleurs que tu as exactement la même couleur que les cartes. C'est exactement. Un petit gilet. Presque. Le orange est ma couleur préférée, mais ça je dirais que c'est du rouge plutôt. Ouais, c'est plus rouge, mais c'est de loin en tout cas. Et je t'ai donné le micro rouge en plus. Incroyable. C'est incroyable. Ça, le destin. Alors il y a une carte avec marqué « Que dirais-tu »
à ton toi de 18 ans pour qu'elle prenne soin d'elle. C'est intéressant parce que je pensais que ça allait être pour qu'elle prenne confiance en elle. Quand j'ai lu le début de la phrase, je me suis dit, c'est sûr que c'est ça la fin, mais pas du tout. Et je pense que ça fait partie du soin aussi, de s'accorder du crédit et de l'estime de soi. Ce qui a pas forcément été ma plus grande qualité dans mon parcours jusqu'à aujourd'hui. Et donc, je lui ferai des compliments, ouais. Je lui enverrai des fleurs. Je dirais pas qu'elle a un gros cul, je dirais que ça lui va très bien. Je dirais que c'est très harmonieux. Effectivement, quand tu vois aujourd'hui tout ce que tu as réalisé, chose que probablement qu'elle ne se dit pas à cette époque-là. Ah bah ça c'est certain. À cette époque-là encore, j'étais absolument terrorisée de prendre la parole en public. Mais genre plus que terrorisée, c'est-à-dire que mon plus gros fait d'armes à l'école, c'était d'être resté suffisamment caché sous la table pour qu'on je fasse toute une année sans faire d'exposé et qu'on m'ait oublié. J'étais trop contente. Ouais. Au fond, moi, une année où j'ai réussi à pas faire d'exposé, quel enfer. Et je trouvais ça absolument horrible. Toutes les poésies, je perdais mes mots. Même mon prof d'histoire se moquait de moi parce que je rougissais quand je répondais aux questions. Même les profs se moquaient de moi. Et tu te dis, mais quel enfer, quelle horreur. Je rougissais tout le temps dès que je parlais. Et je crois que c'est le jour où j'ai décidé d'en avoir rien à foutre du fait que je rougissais, que j'ai pu rougir, en fait. Parce que j'étais plus en train de me dire, faut arrêter de rougir. Et donc, j'avais une peur panique de prendre la parole. C'était terrible. Et en fait, je pense que je pourrais pas imaginer qu'aujourd'hui, c'est mon métier et que c'est mon kiff et que maintenant, je disais en off que j'avais monté avec d'autres femmes une asso de femmes où on organise des événements. Et en fait, on organise notamment des soirées dansantes et des dîners. Et en fait, je suis le bouffon. C'est-à-dire que moi, on me dit, non, mais Michel, toi, t'aimes bien les micros. Ah non, moi, j'aime pas et tout. Et donc, c'est moi, et puis je le kiffe ça, c'est moi qui suis l'animateur de soirée, quoi. Ce que j'aurais jamais imaginé, à faire. L'époque, ouais. Ouais, c'est ça. Enfin, même il y a 6 mois, mais, Il y a 6 mois déjà, ouais. Comme avant qu'on me dise c'est toi. Les choses changent. Ouais, exactement. Comme quoi les choses changent, donc il faut garder espoir. Et l'autre question, c'était si ta nourriture reflétait l'estime que tu as pour toi, quel changement aimerais-tu faire dans le choix de tes aliments? Ah ouais, là c'est la question où je dis que il faudrait que si ça devait refléter, si ça devait refléter une estime de moi positive, effectivement, il faudrait que je change beaucoup de ma nourriture. Là, actuellement, je mange des guet-apens. Je sais pas si tu connais les guet-apens. Non, c'est un vrai truc? C'est un vrai truc. J'ai les yeux qui pleurent. Oui, c'est un vrai truc. Je pense qu'il reflète bien un moment cocooning, craquage, trop de calories. Okay. C'est un biscuit qui est fourré dans une pâte à tartiner qui est peut-être ou pas du Nutella. Donc c'est le fat incarné. Je pense qu'ils doivent pas assumer le Nutri-Score. Je pense qu'il y a pas de, il y a pas de Nutri-Score sur la boîte. C'est quoi? C'est un gâteau? C'est une boîte de biscuits, je ne sais pas quelle marque. C'est comme un petit dôme fourré au chocolat. Pâte à tartiner. Et c'est un truc en ce moment que... Et c'est un truc que je n'achetais pas. Et un jour, en revenant dans l'atelier, j'ai fait un craquage. Je me suis arrêtée au supermarché et j'ai acheté que ça. Ce truc? Non, mais tu connaissais déjà? Oui, je connaissais déjà. Tu connaissais déjà. J'ai acheté que ça quand j'ai vu la boîte. Je me suis dit, waouh. Je me suis défoncé la boîte en voiture. Et j'en ai racheté ce week-end où là, j'ai dit, tiens, mon fils qui lorgnait dessus, je me suis dit, je vais acheter 2 boîtes. Et j'ai commencé à défoncer cette boîte en voiture sur le chemin du retour avec mon fils qui a dit, je peux en avoir un? Oui, alors un. Je crois qu'il a fini par en prendre 2. Et du coup, maintenant, il me surveille, il me dit, tu t'as pris un guet-apens ou pas? Non, il faut pas commencer à prendre un guet-apens. Donc, tu vois, donc avant de venir tout à l'heure, j'ai pris un guet-apens pour me donner de la force. Bon, va falloir que je découvre ça alors. Ah oui, il le faut. Et donc, effectivement, je pense que, ouais, l'estime de moi, elle change, c'est quelque chose qui reste fragile, on va dire, qui dépend des jours. Quand j'ai reçu beaucoup de love, qui est à fond, et puis d'autres fois un peu moins. Et justement, quand il est bas, c'est junk food. Enfin, junk food en mode Daily Shock guet-apens, tu vois. Daily Shock guet-apens. Donc très sucré chez toi. Alors ouais, le Daily Shock, c'est affreux. C'est-à-dire que je trouve ça très bon, et après je me dis, mais quel shot de sucre. Reste insupportable. Mais tellement délicieux quand même. Quand j'y retourne, un petit goût de remercie. C'est ça, exactement. Merci bien. On va faire une dernière question. Ok. Parce que jamais 2 sans 3, même si tu en as déjà fait 3. Sauf que pour cette dernière étape, tu vas en sélectionner 3. Voilà. De n'importe quel paquet. Du coup, je te remets celui-là si tu veux en fait en sélectionner. Donc, même des bleus, des rouges, peu importe. 3. Très bien. Quand tu auras sélectionné 3, tu me les donnes. Et c'est toi qui poses la question. Et c'est moi qui vais choisir. Oh, il est brillant. Incroyable. Quelle variation sur la consigne. Il faut bien que j'ai un petit plaisir moi aussi. C'est ça. Hein. Tu te dis, pourvu que la bloque. Très bien. Je reste concentré. Donc, je vais te lire les 3 et puis on va en sélectionner une. Qu'as-tu appris de plus utile venant de tes parents? Ok, je la connais celle-là. Okay. C'est pas une bleue? C'est une bleue. C'est une bleue, ouais. Tu les connais. Je la connais celle-là. C'est pas marrant alors si tu la connais. La deuxième bleue. Tu viens d'apprendre que tu allais mourir dans 1 an? Délire. Changerais-tu quelque chose de ta vie? Pourquoi? Les guet-apens, clairement.
Je dis délire, tu sais déjà. Les guet-apens. Donc ça, c'est la deuxième. Ok. Et du coup, celle que je vais te poser, parce que les deux, tu les connais d'une manière ou d'une autre, c'est que retires-tu de tes relations, donc amicales ou amoureuses, qui se sont terminées? Ta formulation me donnait l'impression qu'il fallait que je trouve du positif, mais pas forcément. En tout cas, c'est un apprentissage, potentiellement. C'est ça. Alors, j'ai le goût de cultiver les relations amicales, alors j'en ai pas forcément beaucoup qui sont clairement terminées. Parfois, on s'est perdu de vue, donc elles sont pas terminées pour moi. Donc, j'ai plus de facilité à trouver les relations amoureuses terminées, et même si on n'a pas une tonne. Mais du coup, je vais revenir sur le sujet, pas du sexisme, mais en tout cas de ce qui arrive aux femmes. Moi, c'est rétrospectivement, je me suis plutôt dit, comment est-ce que je pourrais, de relation en relation, je me suis dit comment est-ce que je pourrais poser des limites différemment, ou poser des règles, ou à tel point que je suis devenue un peu une psychopathe à un moment donné. Et donc, je pense que j'ai aussi changé par rapport à cette personne-là, où j'avais un peu comme ce que j'ai fait en agilité avec mon équipe, où il y avait une sorte d'onboarding de l'équipe, où j'expliquais qu'il y avait ces lectures clés qu'il fallait faire, qu'il y avait ces vidéos à regarder pour comprendre les trucs de base et pour avoir la bonne manière d'interagir, on va dire. J'avais des lectures et vidéos. J'ai fait subir lecture et vidéo à un mec pour lui faire finalement poser les bases de ce qui était ok et ce qui était KO, tu vois. Ah ok, d'accord. Ok. Et notamment à l'époque, j'avais découvert les langages de l'amour. Maintenant, je dirais pas que je serais aussi fan de cette lecture que je pouvais l'être à l'époque, mais bon, ça revient, c'était peut-être il y a 12 ans, quoi. Et donc, on en avait parlé. C'était aussi l'occasion d'en parler. Puis je crois que je vais subir ça aussi, mon conjoint actuel, de parler de qu'est-ce qu'on appréciait, qu'est-ce qu'on n'appréciait pas, voilà, plutôt que de le découvrir après, de le découvrir le plus tôt possible. Donc, des parties autour du périmètre, donc limite, c'est ça? Qu'est-ce qui est acceptable, qu'est-ce qui n'est pas acceptable? Et puis ensuite, finalement, d'avoir des conversations sur expliciter un peu plus les choses, ce que j'entends. C'est ça, exactement. Ouais, moi j'aime beaucoup le mot expliciter, que je dis beaucoup en entreprise sur expliciter l'implicite, parce que souvent on dit ouais ça va, ils vont comprendre. Et en fait, parfois on peut se dire, et c'est souvent un sujet dans les couples, de dire ils pourraient quand même faire ça, etc. Moi j'avais à cœur de dire voilà ce qui est important pour moi. Du coup, c'est pas mal si t'es au rendez-vous de ça, où on en parle de si ça te semble clair ou pas. Et puis, pour l'autre personne, qu'est-ce qui est important pour toi, pour que je sois au courant et que je puisse être au rendez-vous aussi. Donc là, je te rejoins tout à fait sur la partie explicité. C'est mon cheval de bataille aussi aujourd'hui. Et rien n'est évident, au final. Donc, on fait beaucoup de suppositions et on se trompe aussi beaucoup. Donc, explicité, on a l'impression que c'est un effort qui est pas forcément nécessaire, mais je trouve qu'au contraire, c'est ce qui aide à la cohésion et la connexion des gens, en fait, entre eux. Et du coup, je trouvais que c'est plus simple de le faire aussi en démarrage de relation, je trouve, plutôt que quand il y a des choses qui sont installées et dire ça fait 1000 ans que tu me fais chier et que tu sais plus comment le dire forcément. Je trouve que c'est voilà, il y a ce côté-là aussi. Mais bon, si je devais redémarrer une relation aujourd'hui, je suis pas certaine que je ferais un quiz comme ça, ou que je ferais des lectures obligatoires ou des visionnages de vidéos. Mais c'est en tout cas, expliciter certaines choses, c'est une règle potentiellement utile. C'est ça. Merci en tout cas, Michel, pour ce moment passé ensemble. C'est la vraie fin de l'épisode, cette fois-ci. Si les personnes veulent continuer à te suivre, à discuter avec toi, comment est-ce qu'elles peuvent te contacter ou te suivre, pour le coup? Alors, je suis assez présente sur LinkedIn, sous mon nom Michel Ruffo, et puis ma page entreprise Muscle ta répartie, où je publie assez régulièrement, enfin au moins toutes les semaines. Je publie un podcast tous les mercredis, qui s'appelle Muscle ta répartie également. C'est cohérent, c'est bien. C'est cohérent, voilà, c'est simplicité. Et qui vise à inspirer les gens pour oser l'ouvrir, donc avec des prises de parole, soit d'experts, soit de témoignages. Et vous pouvez aussi suivre le vendredi où je fais des battles réparties, où là, comme dans ce qu'on a pu échanger, je prends des situations super concrètes et puis les personnes de LinkedIn contribuent en mettant des commentaires, donc c'est sympa. Il y a des gens qui mettent des commentaires avec leurs idées de répartie. Des gens qui mettent des petits cœurs aux commentaires des uns et des autres. Donc, à un moment donné, il y a quelqu'un qui me disait je suis plus premier des battles répartis. Parce qu'il y a des fois, voilà, ça déchaîne. Il y a des sujets qui déchaînent plus ou moins les passions. Et en tout cas, c'est toujours, pour moi, une source d'inspiration de voir ce que mettent les gens. Et puis, pour les gens qui y participent, aussi un rendez-vous sympa et de source d'inspiration et de se remotiver ensemble pour se dire qu'il faut se donner le courage de réagir. Donc ça, c'est les points principaux où on peut me suivre. Et puis j'ai aussi un site qui s'appelle muscletarepartie.com. Et si on veut m'écrire, michel@muscletarepartie.com. De toute façon, je mettrai tout ça dans la description, comme ça, on ne te perdra pas. C'est ça. Merci Michel. Merci à toi Olivier. Belle soirée à toi et à très bientôt. À bientôt. Salut.